Oui, Cassel est content d'être en votre compagnie aujourd'hui, comme tous les jours à partir de 18h30. Bienvenue dans le Grand Talk avec nos amis autour de la table, Monsieur Élisée Bolougbe. Bonsoir Élisée, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais très bien. Et vous-même? Très bien. Ça va, je vais très bien. Je vais bien comme un mercredi, comme un jour de conseil des ministres. Seulement qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de conseil des ministres en fait. Oui, c'est le jour seulement. Rihanna, bonsoir, comment allez-vous Rihanna? Bonsoir Brice, ça va très bien. Très bien. Et toi? Merci, je vais bien, merci. Très bien. Ah, je suis très heureux de retrouver Kevin Aubin. Bonsoir Kevin. Bonsoir Brice. Mais j'ai quelqu'un qui me disait, il dit, mais quand on regarde Kevin, on n'imagine même pas qu'il habite à Yopougon. Ah bah écoutez, c'est comme ça, c'est l'humilité. Je ne sais pas quoi dire. Bon, deux panneaux Là, sur ça le montre main. que tu n'es vraiment pas aimé humble en fait. C'est l'humilité qui fait qu'il allait. Oui, à Yopougon, c'est ça. J'hésite. Bon, J'en fais. Alain Toussaint, bonsoir, comment allez-vous? Deux panonceaux. Ouais. Toujours aussi schizophrène. Hein. Toujours. Les panonceaux, Toujours. Bonsoir, Brice. Vous rentrez du champ? Ça va. Oui, les activités champêtres ces derniers temps sont. Oh, ben nombreuses. C'est ça. C'est Non la mais saison. Brice, premier commentaire, tout de suite. Salut Alain Toussaint depuis Abobo. Ah, ben salut les amis. Là, ils s'en foutent de nous. Non, c'est J'arrive pas ça, bientôt. c'est Yopougon, mais à Bobo. Quand À même. Bobo, oui. Alain quand même. Toussaint, vraiment à Bobo. Les deux quartiers populaires, Ah, c'est très bien. les plus populaires. Bon, j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que chaque fois qu'elle est sur le plateau, pour moi, c'est un vrai moment de bonheur, c'est un vrai moment de relax. Mesdames et messieurs, Isabelle Vauvant, s'il vous plaît. Allez. Bravo Isabelle. Voilà. T'es pas du tout à la bourre. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Brice, Vous allez salut bien tout le monde. Elle a raté Non. le métro, donc elle arrivait un peu en retard. Non, elle était là. J'avais juste envie qu'elle fasse notre petit défilé. La de mode. grande entrée. Bah oui, c'est clair, la grande entrée, exactement, pour Elle est précéder essoufflée et tout. la grande révision, oui, c'est ça. Mais elle a dû répéter ça, hein, parce que ne voyez pas ça comme ça a été répété. Hein, quand même. Évidemment. Ah, je sais ce que je veux dire. Bien Ça se passe sûr. bien, Isabelle, mais bravo Isabelle. Voilà, nous sommes très fiers de vous avoir à nos côtés aujourd'hui. C'est gentil, merci. Ben oui. Bon, les amis, tout de suite notre grande révision, sortie de Sombile. Ben, le garçon, sur le plateau déjà le disait, pas très content des sponsors en Côte d'Ivoire, qui n'accompagnent pas beaucoup d'événements. Son message a été emboîté par David Taïro et Kevin. Tous les deux, en tout cas, sont les voix aujourd'hui des mécontents des sponsors et des personnes, des mécènes qui n'accompagnent pas les événements culturels, les concerts, en l'occurrence, sur le Sombil où pour l'instant il n'a pas de sponsor. Enfin, après les choses sont en train d'évoluer. Oui, c'est ça, Sombil qui va se produire le 25 novembre prochain à l'Esplanade du Palais de la Culture. Un concert qui a vraisemblablement pas eu un écho retentissant chez les sponsors parce que Sombil s'est plaint de ne pas avoir de sponsor sur son concert et David Théoro justement a adoubé ses propos en parlant même de discrimination. Il a dit que c'était totalement discriminatoire parce que Sombil a 30 ans de carrière et quand les artistes étrangers viennent, Sombil a parlé de Zaïroman, voilà, en indexant un peu Fally Poupa. Il a même parlé de Gims en disant, quand on dit Zaïroman, c'est Fally, hein, c'est le Zaïroman le plus connu et le plus populaire de la sphère musicale. Et David Théoro, justement, l'a soutenu. Il a même dit que c'était une honte. Parce que lui, David, également, a organisé des événements, par exemple au Palais de la Culture. Il n'a pas eu l'accompagnement qu'il faut. Après, la vraie question qu'on se pose, c'est pourquoi, selon vous? Pourquoi aujourd'hui certains artistes bénéficieraient d'accompagnement et d'autres non? Déjà, pour les sponsors, il faut se mettre un peu à leur place. Voilà, il faut que ça rapporte de l'argent. Si Sombil ne rapporte pas d'argent, on ne peut pas forcer non plus quelqu'un à sponsoriser un événement, un concert. Voilà, eux aussi, ils ont besoin d'avoir de la visibilité, de la rentabilité par rapport à ce qu'ils proposent, en tout cas. Mais encore, je veux même pas normal. je souhaite qu'on ne se focalise pas sur Sombil parce que Sombil, effectivement, c'est un peu le sujet. David Taïro a parlé de son cas. D'ailleurs, Moulard évoquait ce jour dans un post Facebook le fait que lui organise les 50 ans de carrière de Baïs Pinto et une icône Baïs Pinto 50 ans, il n'a pas de sponsor. On peut dire que ce n'est pas toujours lié, bon, c'est pas lié à Sombil, on est déjà d'accord, vu qu'il y a le cas David Taïro, il y a le cas Baïs Pinto, et il y a bien d'autres cas. Moi, j'ai organisé des événements, même pas une mouche, pas de sponsor. Et donc, pour dire, les sponsors ont peut-être une logique. Oui, en fait, moi, je fais effectivement la logique des sponsors, mais je pense qu'il y a un écosystème du monde de la culture aujourd'hui. Quand vous regardez déjà le budget de l'État, près de 10 000 milliards et à peine 16 milliards pour la culture. Ça fait environ 6%. Ça veut dire que l'État lui-même n'a pas forcément un engagement fort sur ce domaine-là. Or, il faut financer le théâtre, il faut financer le cinéma, il faut financer
les arts vivants, enfin le spectacle vivant, les concerts et autres, mais cet argent ne suffira pas parce qu'il faut fonctionner et puis il faut investir. Donc la solution serait peut-être de trouver des moyens innovants pour financer la culture, ce qui signifierait par exemple que si des fonds spécifiques existent, Soumbil, Baïs Minto et d'autres artistes, y compris également des cinéastes, des producteurs, même des musiques, pourraient profiter de ces fonds-là. Parce qu'on ne peut pas tout attendre des sponsors qui sont d'abord, pour la plupart, des entreprises privées qui sont là pour faire du profit. Or, pour faire du profit, il faut s'adresser à un grand monde, donc un public qui est captif, qui peut rapporter de l'argent. Ils estiment peut-être qu'aujourd'hui, ils ont plus intérêt à aller sur DDB, aller sur Roselyne Layo, aller sur d'autres artistes, peut-être la nouvelle génération, plutôt que sur des artistes confirmés. Donc, il y a un vrai problème de financement de la culture, parce que l'État aussi doit prendre sa part, d'autant qu'il n'y a pas de salle de spectacle où les artistes pourraient aller tourner dans le pays, en dehors du palais de la culture et du palais des congrès, il n'y a pas de lieu de spectacle. Or, un artiste a besoin de tourner, c'est-à-dire que Soumbil peut faire une date à Abidjan, aller à Boaké, aller à Gagnon, etc. Mais en dehors des stades, où est-ce qu'on peut se produire? Donc, c'est une vision globale de la culture qu'appelle ce problème-là, qui est réel. Et bon, maintenant, il appartient aussi aux entreprises publiques de peut-être de jouer sur leur part. Vous évoquez un premier point, Isabelle évoquait tout à l'heure un premier point, c'est la notoriété de l'artiste. Vous évoquez un autre point, c'est le volet commercial donc d'une action d'un sponsor, Kevin. Pour dire, moi je suis directeur marketing d'une boîte, on me demande il y a la notoriété de l'artiste, donc on me demande de venir être sponsor d'un événement de Kevin Aubin. Bon, je regarde un tout petit peu la notoriété de Kevin Aubin. Combien de personnes Kevin Aubin peut-il drainer au Palais de la Culture, nonobstant toute sa notoriété, tout son background, tout ce qu'il y a comme respect pour son art. Mais on dit aujourd'hui peut-être que Élisée Bolougbe, qui fait de la musique traditionnelle, draine beaucoup plus de monde. Et donc, j'aurais peut-être beaucoup plus intérêt à y aller. Mais c'est ça, moi, je suis justement totalement d'accord avec cette logique-là. Et puis, ça, bon, voilà, ça me fait plaisir qu'on ne corsette pas le sujet autour de Soumbil, parce que je l'aime beaucoup. Et je suis totalement en désaccord avec ce qu'il dit. Au bout d'un moment, il faudrait que la victimisation s'estompe, quoi. Voilà, certains artistes ivoiriens trop se prélasser dans une bulle victimaire. Un sponsor, ce n'est pas une ONG subventionnée par des donateurs de bonne volonté. C'est une entreprise, le sponsoring, c'est une stratégie commerciale. Si le sponsor pense qu'un artiste aussi talentueux, soit-il à la carrière aussi grande et longue qu'un stade, n'est pas capable, ou en tout cas ne lui inspire pas un investissement financier ou logistique, c'est son droit le plus absolu. Voilà, il faudra que les artistes ivoiriens arrêtent aussi, pas tous ça, mais arrêtent vraiment de voir dans les artistes étrangers tous les mots. Mais je peux vous assurer pour avoir tourné dans beaucoup de pays, je peux vous assurer que cette problématique-là est récurrente. Des artistes locaux qui sont toujours en train de se plaindre du fait que le tapis rouge et tous les avantages soient offerts aux artistes étrangers, qui de plus est sont des artistes qu'on qualifierait d'internationaux. Parce que quand même, je vais dire, Kevin Aubin, je suis bien d'accord, vous êtes un artiste local, j'ai du respect pour votre art, mais bon, à côté de Gims, qui est... Enfin... Mais ce problème n'est pas nouveau, excusez-moi, pour ne pas monopoliser la parole, mais il y a... Pas nouveau et pas lié au Côte d'Ivoire. Il y a eu Kella Moana, à l'époque, quand elle est arrivée en Côte d'Ivoire, les médias, les politiques, les acteurs, les producteurs n'avaient Dieu que pour elle. Elle était en face de Aïcha Koné, de Reine Pélagie, de Baïs Minto, qui eux-mêmes étaient déjà de grosses stars dans le pays, mais ils ont su quand même, comme on dit, exister. Et quand ils faisaient des spectacles, les salles étaient remplies. Ça dépend aussi de l'époque, en fait. Aujourd'hui, les jeunes sont intéressés par DDB. Et leurs aînés ne sont plus forcément concernés par Baïs Minto ou par d'autres artistes qui ont eu du succès comme Soumbil. Donc, il y a une vraie problématique. Ça revient encore à la question que vous évoquiez donc sur sur la rentabilité, parce que finalement, les sponsors, c'est un investissement qu'ils font. On parle des artistes internationaux, mais excusez-moi, ces artistes internationaux, c'est des artistes qui sont en vogue et qui sont demandés par le public et donc contactés par ces sponsors. Ils ne se lèvent pas eux tout seuls et décident de faire un concert en Côte d'Ivoire pour célébrer leurs 30 ans et venir demander l'accord des sponsors. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec le fait de décrier le non-soutien. On parle des artistes internationaux, mais restons même chez nous. Il y a des artistes ici qui ont fait leur concert qui n'ont pas bénéficié de soutien. On a vu Eunice Zunon qui a fait un tollé sur la toile parce qu'elle n'avait pas de soutien. On a vu Tina Glamour. Non, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas les premiers artistes qui décrivent le fait qu'on ne les soutienne pas. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on parle de l'international, mais même chez nous, il y a des artistes qui ne sont pas accompagnés, qui ne sont pas soutenus, tout simplement parce qu'on estime qu'ils ne sont pas encore
assez matures ou qui n'ont pas fait leurs preuves. Vous me pardonnerez même d'évoquer des exemples, parce qu'il ne faut même pas qu'on aille pour dire que c'est systématiquement quand un artiste est à l'international qui bénéficie des sponsors. Il y a même des planifications. Aujourd'hui, si un sponsor il a 500 millions à injecter l'année donc pour accompagner des événements, si nous sommes en fin d'année qui n'a plus le budget pour accompagner, donc à la limite, il rentabilise. Moi, je peux vous le dire, par un exemple, Ferré Gola, à une période, nous souhaitions le faire venir en Côte d'Ivoire pour un spectacle, on n'a pas eu de sponsor. Donc, ce n'est pas parce qu'il était international ou que c'est peut-être à une autre époque. Aujourd'hui, je crois qu'il est en spectacle dans les prochains jours, il a peut-être un sponsor. Et surtout que pour le cas de Sombil, on l'avait reçu sur le plateau, on avait évoqué la question de la communication. Il a fait son grand retour, mais qui ne s'est pas vraiment manifesté par une grande audience, par une grande attention. On ne l'a pas vu revenir comme ça de façon très publique. Et donc là, tout de suite, il annonce la célébration de ses 30 ans, mais on a envie de dire, il n'y a pas eu de travail de communication qui a été fait. Donc quelle étude lui-même il a fait avant de décider de célébrer ses 30 ans? La régularité. Parce qu'il y a des artistes qui sortent des albums tous les 2 ans, tous les 3 ans, etc. Donc, on contact régulier et permanent avec le public. Alors là, quand on vient, même quand on a 25 ans de carrière et qu'on a sorti un album il y a 5 ou 6 ans, c'est quand même un peu difficile de rester au contact du public. Donc ça, c'est quand même un problème aussi que les artistes eux-mêmes, les anciens, doivent régler. C'est-à-dire que Baïs Pinto, juste pour terminer, qui a quand même un répertoire immense, peut remasteriser ses chansons, fait les faire revivre, fait faire des featuring sur des succès anciens avec la nouvelle génération. C'est là où je parlais aussi d'imagination. Il faut qu'il soit créatif. On a tous été contactés ici par une boîte, par une société pour nous dire on souhaiterait quand même avoir des artistes pour notre événement. Et nous vous demandez au gars, mais vous voulez, je peux vous proposer un grand chanteur qui s'appelle Alain Toussaint. Non, on ne le connaît pas. Ou bien Alain Toussaint qu'on connaissait, mais en ce moment, il ne fait pas l'actualité. Donc il a un son qu'il a sorti peut-être, mais qui n'a pas rencontré le succès. Donc du coup, on préfère Élisée Baloube qui a la parole. Ok, d'accord. Moi, je pense qu'il faut voir peut-être le problème sur un angle plus général. Il ne faut pas juste le spécifier sur le fait que les gens sont en train de pleurnicher parce qu'ils n'ont pas de sponsor. Je voudrais juste rappeler que si les uns et les autres peut-être ont tendance à décrier le fait qu'ils ne sont pas accompagnés par les sponsors, c'est parce que justement l'organisation des spectacles est très élevée en fait, le coût de l'organisation des spectacles. Et c'est là que moi je pense qu'il y a un effort à faire à ce niveau. Vous savez aujourd'hui par exemple quelqu'un qui voudrait faire un spectacle pour parler de la culture, vous n'avez pas la salle à moins de 5 millions. Avec tout ce qui rentre en compte, c'est-à-dire que vous êtes au bas mot autour de 12 à 15 millions, voire 20 millions pour l'organisation d'un spectacle. Et ça, pour que vous puissiez rentabiliser, ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Pour que vous puissiez rentabiliser, vous avez besoin forcément qu'on vous appuie et vous avez besoin aussi de voir au niveau des coûts des tickets. C'est ce qui fait que souvent on arrive à des coûts des tickets un peu élevés. Ça, c'est déjà un premier point. Deuxième élément aussi que je voudrais dire, il ne faut pas qu'on voie juste dans la plainte de nos artistes le fait peut-être qu'ils sont en train de pleurnicher ou bien qu'ils sont en train de se victimiser. Moi, je pense que non, attends, je finis. Non, je finis. Je ne pense pas que ce soit sur le plateau voilà, qui pleurniche. C'est peut-être un cri de cœur qui pousse. Je viens. Quand ils sont en train de se victimiser. Vous savez, il y a quelques années en arrière ici, il y a Feu Arafat qui, à un moment, a dit qu'il a été boycotté, il a été fermé par tout le monde. Ce sont ses propres thèmes. Et que personne ne voulait vraiment l'accompagner dans ses spectacles. On a vu ce que ça a créé. Personne n'a voulu croire, on a dit qu'il exagérait. Mais en ce moment, je voudrais rappeler à tout le monde qu'au moment où Arafat parlait, Arafat n'était pas dans le creux de la vague. Arafat, il continuait de donner. Il est resté quand même au sommet jusqu'à ce qu'il parte. On a vu après lui, comme il a dit, David Taïro. Aujourd'hui, on est en train de parler de Sombil. Mais avant eux, il y a eu d'autres artistes. En fait, je pense que quelque part, il faut qu'on essaie de comprendre. Peut-être que dans cette sphère-là, les gens ne disent pas le fond du problème. Il doit y avoir peut-être une chasse gardée ou bien une sorte de cercle fermé, où pour intégrer, il y a des conditions qu'on demande qui ne sont pas forcément accessibles par tous, ou auxquelles les autres ne veulent pas répondre. Donc il y a certainement des paramètres qu'on ne maîtrise pas. Parce que tout le monde ne peut pas chaque fois venir remettre en... Parce que non, la chose la plus naturelle, la chose la plus logique, la chose la plus sensée, j'ai besoin de faire mon spectacle, je me lève, j'organise, j'attends même pas de sponsor. Ça, c'est la chose la plus sensée. Mais c'est ce que je dis. Mais si vous voyez que des gens, et que ça commence à devenir un peu récurrent, commencent à élever la voix pour dire que on n'a pas de sponsor, on n'est pas accompagné. Peut-être que ce n'est pas le fond du problème qu'ils sont en train de toucher, mais je voudrais que ça nous amène, nous, à aller plus loin, à réfléchir un peu plus loin. Très bien. Je vous ai entendu, Rihanna et Kevin Aubin. Je pense qu'il y a un A plus B qui est très évident. C'est quand tu parles, par exemple, du prix de la salle du Palais de la Culture. Je veux dire, Sombil, en l'occurrence, il sait c'est quoi le prix de la salle du Palais de la Culture. Avant de décider de faire son concert et de fixer une date, il sait très bien ce que c'est. Il sait s'il a les moyens. Je parle même de ceux qui remplissent le Palais de la Culture. J'ai dit le cas de Sombil, par exemple, pour illustrer mon propos. Parce que tu
parles du coût de la salle, des frais qui sont élevés. Mais avant de décider de faire un spectacle, on évalue tous ces frais. On sait si on a les moyens de notre Mais politique. parce Donc on ne fixe pas une date et puis on vient de dire... spectacles. Mais on n'est pas Mais obligé. si tu n'as pas les moyens, tu n'en fais pas. Non, mais c'est pas l'affaire de ne pas faire les moyens. Tu as les moyens, d'accord, mais tu trouves que c'est cher. Même quand tu vas au marché pour faire des Mais emplettes. tu trouves que c'est cher, Non, mais tu vas même pas quand te vas au marché plaindre pour qu'on faire des emplettes, t'accompagne même pas. dans un supermarché pour faire des emplettes. Oui. Souvent, tu as l'argent pour aller faire des emplettes, tu te lèves pour aller faire des emplettes, mais tu peux arriver et puis tu peux constater que c'est cher. Mais tu tu as achètes, besoin non? du produit. C'est pas pour autant que tu vas pas payer le produit. Donc, on peut considérer que c'est cher. Très bien. Moi, j'estime, pour avoir été dans un staff Oui. et pour être allé au contact de l'organisation d'un spectacle, d'ailleurs, même je suis en train d'en préparer, le palais de la culture, pour moi, est tout ce qu'on Oui, demande mais est ça, c'est un cher. autre débat. Et ça, j'estime C'est un qu'on autre peut débat. faire un effort à ce niveau. Déjà, moi, je- D'accord, donc on a débat. compris C'est pas un votre faux débat. plaidoyer. Je pense qu'on D'accord. est totalement en train de déplacer le C'est débat un là. autre Moi, pour moi, débat. le sponsoring, c'est au On cas ne le par déplace cas. pas non plus, je suis désolé. Le sponsoring, moi je trouve que si le sponsoring c'est au cas par cas. Tu as parlé du cas Rihanna, Denise ou non. Moi personnellement, hein, c'est personnel. Je trouve que Denise Ouno a fait pleurer dans les chaumières pour justement avoir l'empathie du public pour vendre ses tickets. Ça c'est mon avis. Maintenant, David Taïro a parlé de discrimination. Je suis désolé. Yodé et Siro a fait son concert. Enfin, ils ont fait leur concert il n'y a même pas 3 semaines. Ils n'avaient pas moins de 8 sponsors. Il n'y avait pas moins de 8 sponsors, Yodé et Didibé. Siro. Alors qu'ils ont commencé en même temps, si ce n'est avant Soumbil. Didibé, pareil. On parlait de nouvelle génération, comme quoi Didibé serait de la nouvelle génération. C'est pour cela que les sponsors se ruent sur son concert. Mais je suis désolé, Yodé et Siro, c'est un cas palpable. Et puis, je peux comprendre, en fait, qu'on veuille forcer le mur du son se faire entendre. Mais il ne faudrait pas non plus tout le temps remettre en question les sponsors. Voilà. Et puis, Soumbil, encore une fois, je l'adore, hein, mais on ne va pas se mentir. Depuis quelques années, Soumbil a totalement disparu de l'arène musicale. Voilà, il n'est plus véritablement présent. Même s'il Donc, n'a pas si les disparu, sponsors- même s'il n'a pas disparu, la courbe peut-être de Voilà, sa donc notoriété. un sponsor peut estimer que Soumbil n'est plus justement une pointure capable de leur ramener de l'acquisition humaine. Très bien. Voilà. J'ai compris votre point de vue. Ok. Élisée, je reviendrai à vous. Alain et Rayana Non, réagissent. Élisée, Après, allez-y. vous voulez dire quelque chose pour... Oui, je vais réagir sur ça. Allez-y. Je vais juste rassurer comment il s'appelle, Kevin. Hein. Soumbil n'aura pas de sponsor, Soumbil remplira le palais des sports. Ça, J'y il tient- serai, il- hein. il- C'est le palais de la culture. Ça, il tient à te le dire. Sans sponsor, il va remplir le palais de la culture. Et ça, on sera Et témoin. c'est pas le premier à On le sera faire. témoin, C'est pas le le premier. 25 pour ça. C'est pourquoi je dis c'est qu'ils sont en train de décrier. C'est pourquoi. En fait, il faut chercher à voir le fond du Vous problème. criez au complot, Aujourd'hui- Élisée, vous criez au c'est ce que complot. Mais c'est ce que je suis en train de Non, te mais je vais dire. compléter. C'est ce que je suis en train de te dire. Vous savez, il y a quelques années, 2002-2003, C'est ça. j'avais un label de musique et nous avions la licence de Corneille, un grand artiste qui avait du succès dans le monde. Donc la licence pour fabriquer son produit en Afrique. Et un opérateur ici a eu le contrat pour faire venir Corneille. Mais c'était quand même pas forcément facile. Et il y a d'autres également à cette époque qui ont voulu faire venir, je ne sais plus, elle s'appelait comment, Diams. James, ouais. Voilà, on était également sur le coup, mais ce sont des batailles. Donc quand Élisée parle quand même d'un milieu qui est fermé, ça dit qu'il y a des personnes qui ont préempté le sponsoring de la musique en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas nouveau. En tout cas, moi, je l'ai constaté. Ce sont des arrangements, parce qu'on a des copains qui travaillent dans telle ou telle entreprise. Donc, forcément, ce copain et cette entreprise Je sont prends un plus exemple. enclins à soutenir. Alors, je vais prendre un exemple très, très précis, et ça tombe très bien d'ailleurs qu'il ait fait ce poste. Mollard. Voilà. Mollard en l'occurrence. Mollard organise des primus depuis un moment. Mollard organise un certain nombre d'événements où il a été souvent accompagné par des sponsors. Le même Mollard Se plaint. se plaint du fait qu'il organise les 50 ans de Baïs Pinto et qu'aucun sponsor ne l'accompagne. Oui, mais parce Est-ce que ça ne veut pas dire forcément que... ça veut peut-être aussi dire que ce n'est pas une forme de chasse gardée de quelqu'un, parce qu'à un moment donné, ça avait été dit, hein, qu'il y a des gens qui ont des circuits pour rentrer dans... Mais pour- c'est la réalité. C'est-à-dire, Mollard, bon, je dis, ça, c'est une exception qui ne confirme pas forcément la règle, mais Mollard peut réussir les primus et puis avoir des difficultés sur un spectacle. Parce que, bon, je vous dis, Allez-y, donnez-moi la raison. l'organisation de spectacles est un domaine qui est quasi réservé à certains ici en Côte d'Ivoire. En tout cas, moi, je l'ai observé depuis 20 ans. Non, mais Isabelle, vous Mais n'êtes à pas qui, dans par le exemple? milieu. Évoquez-moi un nom. Évoquez-moi Non, un mais nom on ne peut de pas- quelqu'un. on ne peut Non, pas- parlons de Mollard. Mais évoquez-moi le nom de quelqu'un qui on- organise que les spectacles et qui soit des succès et ou qui a systématiquement des Des sponsors, sponsors. même s'il fait venir Kevin on ne peut Oba. pas, on ne peut pas. Mais Désolé, Kevin. moi, je vous dis que j'ai observé, en tout cas pendant une longue période, il y a quelques années, et comme ça, de loin, j'observe que les pratiques n'ont pas encore disparu. Il y a une collusion entre des sponsors et des promoteurs qui, eux, ont le droit exclusif d'être soutenus lors d'événements qu'ils organisent. Donc, ce que Élisée dit n'est pas loin de la réalité. Ça peut être marginal, mais ça existe quand même. Quelqu'un réagit?
Ah bah, encore une fois, je ne suis Mais pas d'accord. le vrai problème qu'on on n'évoque va pas, le vrai problème qu'on n'évoque pas, merci Maï, le vrai problème qu'on n'évoque pas, c'est que concernant Sombil, des voix évoquent une forme de boycott parce que Sombil aurait des positions politiques. Oui, ça c'est un autre Alors, facteur. Excusez-moi, est-ce que Sombil a des propos politiques plus engagés que Yodé Siro? Excusez-moi. Excusez-moi. Je lis ce que je dis. Il n'a pas de propos politiques plus engagés que Yodé Siro qui ont sorti un monceau de titres pour dénoncer ce qu'on vit dans ce pays. Mais ils ont été sponsorisés de façon... voilà, donc il faudrait qu'on arrête de voir justement des complots partout, quoi. Sombil, j'ai pas envie de trop parler de lui parce que je l'aime. Non, on ne parle pas que de Sombil. Non, mais Mollard évoque par exemple le problème de Baïs Pinto. Baïs Pinto, 50 ans de carrière, une icône, un monument de notre musique, aucun sponsor. Mais il remplira le palais de... C'est quoi? C'est le palais de l'Ivoire? Pourvu qu'il puisse, le faire, Mais parce que pour pouvoir le remplir, c'est que au jour de l'événement, il faut que Baïs Pinto et Mollard, son promoteur, aient réglé la salle, aient réglé la sono, aient réglé la communication et les tickets. Oui, et s'ils n'ont pas les moyens Oui, mais de là, pouvoir... ça pose un problème quand même. Parce que, normalement, hein, je pense qu'on avait reçu l'année dernière à Salfo du groupe Magic System et on parlait de l'obligation, peut-être un jour, à faire, d'avoir une licence d'organisateur de spectacle. C'est-à-dire c'est une société qui a un fonds de roulement, qui a des moyens pour organiser des spectacles. Donc, on ne peut pas compter forcément sur les préventes des tickets pour dire je maintiens ou pas mon spectacle. Donc, là aussi, c'est une faiblesse des organisateurs. Il faut avoir des fonds. C'est-à-dire que quand Magic System fait le FEMUA, à Salfo a des fonds de roulement, je pense, il a quand même un bon matelas, il a des sponsors qui viennent. Donc, il peut faire venir des artistes sans préjuger de ce que, par exemple, des sponsors ou tel pourraient défaillir. Donc, ça, c'est un problème. Le spectacle doit être organisé par des sociétés globalement, justement, constituées. ce que vous dites aussi, c'est que les spectacles peuvent être... Une grande partie des charges des spectacles devraient être prises en Non, compte c'est le fonctionnement de la boîte. par les boîtes. Voilà. Et les sponsors dont on parle viendraient... Pour apporter la marge, c'est-à-dire le bénéfice. C'est tout. Mais si on compte que sur les sponsors pour faire le cachet de l'artiste, la location de la salle et puis avoir son bénéfice, je pense que là aussi, en termes de stratégie commerciale ou même de gestion de Après, l'entreprise, la dernière question, c'est combien y a-t-il vraiment de sponsors qui accompagnent les artistes dans ce pays? Les maisons de téléphonie mobile? Oui. Après? Que tout le monde cherche, d'ailleurs, c'est une erreur. Donc, vous avez tous les promoteurs de spectacles dans ce pays qui se tournent, qui déposent des dossiers dans les 3 ou 4 maisons de téléphonie mobile. Donc, vous avez des services marketing, vous avez 200 dossiers de tous les festivals. Non, mais après, il y a aussi des sociétés immobilières. Au concert de Yodé Siro, il y avait 2 sociétés immobilières. Il faut diversifier, en fait, Il y a les sources de télévision, financement. enfin, il y a pas- Non, Oui. les chaînes de télé ne payent pas les droits. Non, Elles mais peuvent aller comme- faire de la mais ça- captation, mais ça c'est peut- gratuit. Mais ça peut en Ah oui, tout pour le cas- sponsoring. Exactement. Pour le la sponsoring. D'ailleurs, Tout à fait. Live TV va accompagner Sombil. C'est ce que j'ai entendu dans les couloirs aujourd'hui. Très bien. Très bien. Bon, on termine. C'était juste un point de la grande révision. Voilà, donc c'est bon. Voilà, on va. Élisée, oui, je crois qu'on va garder cette note C'est une note de fin. pour poursuivre. Bon, en tout cas, on accompagne Soubi. De toute façon, on l'avait reçu sur le plateau. Bah ouais. C'était notre soutien, notre façon de l'accompagner. Et puis, Mollard lui a promis d'ailleurs de lui donner les barrières, de lui donner les toilettes, de lui... Enfin, ça commence à déclencher quelque chose. Et Brice, on est ira content. tous là-bas. Bien sûr, parce qu'on adore Sombil. Très bien. On adore Sombil. Il y avait 2 danseurs de Sombil sur ce plateau ici, que je ne nommerai pas. Une chose est certaine, Sombil va remplir le palais, ça c'est certain. quoi. C'est tout ce Ça, qu'on ça, lui j'en doute souhaite. même pas. J'en doute tout même ce pas qu'on du lui tout. Élysée, Mais seulement il va on falloir est qu'on d'accord que Sombil approfondisse. pourra remplir, mais Faut qu'on Sombil lui-même, approfondisse la réflexion en Sombil fait même de se ce qu'ils sont en pose train de des dire. Je questions. pense que ça S'il ça en parle, nécessite. c'est parce que Sombil s'est dit, je sens que je peux remplir, mais s'il n'est pas payé la salle, là, pour que je puisse la remplir, c'est Oui, il va la compliqué. payer, il va Donc c'est la pour ça que payer, j'espère qu'avoir des sponsors, et on espère que Sombil aura des sponsors, lui et tous les artistes qui bénéficieront, on espère, dans notre prière d'accompagnement, de soutien de la part de sponsors, de la part de l'État, de la part de mécènes. surtout de Parce qu'il y a des l'État mécènes. aussi. Voilà, j'ai déjà dit l'État. Là, j'ai déjà dit l'État. Non, mais j'insiste. Bon, alors c'était juste la grande révision. Voilà, non, mais c'était juste la grande révision. Ça a mis un peu de temps, donc on va aller vite pour les autres. Donc il faut que je rattrape le temps, les amis. Eh bien, l'image du jour, on la regarde, s'il vous plaît, c'est maintenant. Voilà, vous l'avez. Ce sont nos rugby women. Permettez-moi l'expression. Elles sont en préparation à l'Institut national de la jeunesse et des sports parce qu'elles doivent participer à une compétition. Élisée Boloubeu. Oui, la Côte d'Ivoire doit prendre part à ce qu'ils ont appelé la Rugby African Women Cup au Nigeria, au Cameroun, pardon. Et donc, dans la perspective de cette compétition-là, notre équipe nationale de rugby, notre équipe féminine de rugby est en préparation. Ça, c'est à l'INJS. Mais bon, moi,
c'est déjà bien qu'on participe à la compétition, mais je pense que l'une des choses les plus importantes déjà, c'est de savoir s'il existe un championnat vraiment de rugby féminin En Côte d'Ivoire. en Côte d'Ivoire. Parce que même le rugby masculin, déjà en Côte d'Ivoire, ce n'est pas évident. Ça veut dire que depuis des années, je me rappelle encore quand on était encore tout jeune, on entendait parler de Aspa, on entendait parler de comment on appelle ça, Biafra, en tout cas des équipes BBC, un truc comme ça, des équipes de Biafra qui jouaient au rugby. On avait un championnat. Mais depuis des années, depuis un bon bout de temps, on n'en entend plus parler. On ne sait même pas s'il existe un championnat de rugby masculin, je dis, avant même qu'on ne parle de féminin, pour qu'on soit en train de participer à une compétition. C'est bien de participer à des compétitions, mais je crois qu'il ne faut pas qu'on ait cette culture de participer juste parce qu'on a envie de participer. Des compétitions, ça se prépare. Est-ce qu'aujourd'hui, on est à mesure de pouvoir assumer le fait de participer à une compétition, mais aller plus loin? Parce que ça, si par extraordinaire, on arrive sur les lieux et que, bon, les équipes n'ont forcément pas les moyens peut-être de s'y rendre, donc on gagne par forfait, et qu'on soit peut-être qualifié pour des joutes mondiales, est-ce que vraiment on est en capacité d'affronter celles-là qui ont le rythme dans les jambes parce que tout est en compétition? Je crois que là aussi, il y a quelque chose à voir. Bon, déjà, on est content d'avoir une équipe, hein, parce que pas de championnat. Pour avoir une équipe, ça pourrait être la croix et la bannière. Mais bon, on a déjà au moins une équipe. Il faut que ça Alhamdoulilah. faut que ça commence quelque part, justement. Il faut que ça commence quelque part. Ce que je veux dire, c'est que même si elles sont qualifiées et qu'elles n'ont pas les moyens de gagner au haut niveau du championnat, au moins elles auront fait un bout de chemin qui pourra permettre de motiver la prochaine génération ou pour les prochaines compétitions. Moi, je salue quand même cette initiative, déjà qui place la femme dans un sport quand même qui est connu pour beaucoup, en tout cas, comme un sport d'homme, et donc qui la hisse quand même assez haut dans un championnat africain. Mais dans ce pays, on n'a pas la culture du rugby. Ouais. Qui plus est du rugby féminin. Je veux Ouais. dire qu'elles n'auront pas. On a quand même de très bons résultats. On a des très bons résultats. Sinon, à un moment, on avait On quand avait même, très bons- on a même participé on à avait des la Coupe championnats, à la Coupe du Monde Oui. de rugby. Et À puis une bon. époque de la Côte d'Ivoire. Et je veux Et dire, dans est-ce l'équipe, que- l'équipe, est-ce que l'équipe, il y a une équipe qui a fui aussi. il qu'il y y avait a un autant soutien. d'engouement Est-ce qu'il y avait un soutien Mais c'est gargantuesque public. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Il y avait même un championnat qui existait et on a Dans même quelle participé à des. Ah, mais Kevin, Parce que je suis né en 96, moi. Ah, d'accord, ok, désolé. Non, mais je crois que c'est après 96. 96, on assistait déjà au déclin. Non, mais après, je pense après Non, 96. on assistait au Ouais. déclin. Je n'ai pas dit qu'on était déjà dans le gouffre, mais on assistait déjà au déclin après les 96. Ouais, mais C'est nous, maintenant quand il avait 4 ans, qu'on on a ne peut pas commencé à parler. aller dans le gouffre. À 4 ans, on ne parlait pas de. Sinon, avant, de rugby. on avait une équipe de rugby et on a même participé à des championnats. On avait des internationaux et Oui. malheureusement, un d'entre eux, dont Max on connaît Brito. l'histoire, Max Brito, Voilà. Qui justement, reste, voilà. Mais en tout cas, pensez pour. C'est ça. Alors, moi, je n'ai pas de commentaire spécial à faire, mais c'est sur le physique de l'emploi. Est-ce qu'elles ont vraiment le physique de rugbyman? Non, mais voilà, c'est ce que je veux savoir, parce qu'elles sont quand même un peu filiformes, etc. Non, ils ne sont Est-ce pas que- filiformes, non. Il y a un Vraiment? débat là-dessus. Tu crois? Mais Il y a un celle-là, débat. par Regardez exemple. les photos, regardez Bon, bien, montre- bien mais les celle-là, images. par S'il vous exemple. plaît, à la régie, est-ce qu'on peut nous faire défiler les images pour que Alain soit convaincu? Bon, ça c'est une image. Mais ça, Celle-là, c'est- on l'air mais filiforme. ça, c'est les Miss attendez, Côte d'Ivoire, on n'a ça. pas dit notre dernier mot. On n'a pas dit notre dernier mot. C'est des Miss Côte Bon, d'Ivoire, en tout cas, mais c'est la voilà, photo Miss qu'on Côte voit, on d'Ivoire. dirait qu'on soutient Alain. Ne soutenez pas Alain. Moi, Non, je pense mais- que ça. non, ça, mais c'est- allez-y. Est-ce qu'on peut voir l'équipe Mais pendant- regardez, ça, c'est Miss Côte d'Ivoire. Non, Arrêtez. au-delà même de Miss Côte d'Ivoire, je pense que ça, c'est plus Bon. Stade Turner que. Voilà. Hein? Bon, il y a juste une, peut-être, qui a la carrure. Mais les autres, franchement, elles risquent un peu leur santé en jouant au rugby, non? Non, mais Alain, Ben oui, avec les vrai. chocs, C'est vrai. oui, les chocs et autres. Parce que les autres, quand même, surtout celles qui font déjà des championnats réguliers. j'ai quand Celle-là, même- sont minces, celle-là? Excusez-moi. Ah ben si, quand même, Brico. Alain, bon, on n'a pas la même notion. Bon, ok. Non, mais après, c'est pas le physique. Après, c'est pas le physique, il y a la technique. Même dans le 15 de France ou dans les All Blacks, tout le monde n'a pas le gabarit de Brissano. Oui, mais Donc, tu voilà. conviens avec moi quand même que 95% de l'équipe a un gabarit. quand Parce que même. ceux qui sont Mais ça joue, droit ça joue technique là, énormément. ils sont choisis, ils sont au moins C'est 2 ou ça. 3 sur 2 ou 15. 3 sur Donc 15, si 15 là, vous devez avoir 14 filiformes. S'il vous plaît, regardez cette équipe-là et dites-moi, regardez cette équipe-là et dites-moi qu'il y a... Bon, c'est vrai que la dame Non, ici... Brice, je m'aligne quand même hein, sur le point, en tout cas, d'être Bon, un ok, peu je suis filiforme. sûr. Je m'aligne Oui, avec c'est Alain. ça. Mais après, ce que moi, je veux dire, c'est que je pense que ça demande beaucoup plus de préparation qu'elles n'en ont eu. C'est pour ça que moi, mon point, c'était vraiment de dire, heureusement qu'on commence quelque part. Je pense que quelque chose est en train de se créer, même si elles participent, car elles ne reviennent pas forcément avec la victoire. On sait qu'il y a quand même un petit éveil et un petit investissement qui se fait Mais dans, surtout qu'elles reviennent sans dans ces blessure. équipes Non, mais après, de elles rugby. peuvent, Arrête, mais Alain, elles peuvent arrête. revenir avec la coupe. Hein. Elles ne vont pas participer, elles
vont pas jouer contre des Ukrainiennes ou contre des Autrichiennes. Elles partent jouer au Cameroun, voilà. Donc, qui nous dit aussi que justement les joueuses de rugby camerounaises ne sont pas aussi filiformes que les nôtres. On le voit Donc, là voilà. sur l'image, c'est pas plus, Non, c'est pas plus grand en tout cas que ce qui est sur l'autre c'est image. bien. Surtout si Mais elles voilà, jouent vous contre des voyez Kenyans. vous voyez d'autres joueuses. Après, vous ne comparez pas les physiques masculins des rugbymen à celui des... Voilà, allez, laissez le sujet du physique, s'il vous plaît. Et on va dire bonne chance, parce que quoi qu'il en soit, elles vont porter haut les couleurs du pays. Donc, On du leur coup, on va reçoit dire. si elles gagnent, Brick. Oui, on va recevoir les dames et des gens pourront se faire une Parce idée que là, elles précise. seront face Voilà, aux il faudrait qu'elles viennent. aux Sud-Africaines, aux Kenyanes, qui, Oui, elles, ont c'est la ça. pratique, voilà, Voilà. aux Namibiennes, qui, elles, ont la pratique Quand vraiment du l'image rugby. derrière quoi. toi, Brice, quand même, il y a une rage et il y a un vrai gabarit. On a la rage. Juste on a la derrière rage. Celle-là, toi, par exemple. Sud-africaine. Et vous avez le numéro 11, regardez le numéro 11. Non, mais vous, Regardez le numéro 11 de Celle qui est en dos. face. Vous Mais comparez qui des affrontent images en de plus. femmes qui sont en mouvement et puis des femmes qui sont statiques. Mais mettez Mais pourquoi? nos Parce que le joueuses corps aussi en... change quand on est en Bah oui, mouvement. bien sûr, parce qu'on voit en fait tous les muscles en fait qui sortent. Non, mais c'est vrai. Non, moi je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Vous me critiquez leur forme alors que c'est la technique qui doit primer. La capitaine de Ça fait l'équipe quoi de qu'il y a rugby de beaucoup de Côte techniques d'Ivoire dans le s'appelle Andrea Diraboukwasi. Donc, à elle et à toutes ses Nous ses souhaitons bonne camarades. chance en tout cas. Bonne Voilà, chance on et a dit une bonne chance. invitation. Bonne préparation, parce qu'en ce moment, elles sont en préparation, ça faut C'est ça. l'information. Elles sont en préparation en ce moment à l'INGS, l'INGS, à l'Institut national jeunesse des sports. Et voilà, on leur dit bonne chance. C'est bon, les amis. Bon, on va pour la suite évoquer notre vidéo du jour, voilà, avec celle de l'archevêque Kodjagi Vincent. On le disait sur ce plateau il y a 2 jours, on en parlait, qui aurait été interpellé dans l'affaire du faux général. Eh bien, l'archevêque réagit donc à ces allégations. J'ai reçu une convocation pour que je me rende à la brigade de recherche pour une affaire me concernant. Donc, lorsque je vais, on me présente un dossier. On me dit, bon, est-ce que vous connaissez telle personne? Un monsieur qui s'est fait passer pour un général de corps d'armée qui appartient à une institution. Non, j'ai dit non. Donc, j'ai expliqué la scène au monsieur. Il me dit, mais ce monsieur prétend que vous êtes dans son état-major et on montre une photo avec ma tête où je suis en tenue militaire. Et Dieu merci, j'avais la photo originale dans mon portable. Donc je leur ai montré, c'était une photo où j'étais en tenue même d'évêque. Donc quand ils ont vu la photo, ils ont reconnu que c'était un montage. Ils m'ont demandé, est-ce que j'ai des tenues militaires chez moi? Je dis, non, je n'ai pas de tenue militaire. Donc on allait vérifier chez moi s'il y avait des tenues militaires. Ils ont vérifié, il n'y avait pas de tenues militaires. Donc je leur ai dit aux gens que je n'ai pas été arrêté. J'ai été juste convoqué, on m'a entendu, je donnais ma version. Ils m'ont respecté, ils m'ont bien traité, tous les Ivoiriens me connaissent, ils m'ont bien traité. Ils m'ont fait à manger, ils m'ont fait à boire, tout s'est bien passé. Très bien. Donc tout à l'heure, j'ai dit aurait été, parce que déjà sur la toile, il aurait été interpellé, il y aurait eu une perquisition à son domicile, donc il dément tout ça. Il dit juste qu'il a été convoqué, donc entendu sur l'affaire du faux général. Et là, il y a eu une affaire de montage. Non, c'est une affaire tellement opaque, il y a une grande opacité qui entoure cette affaire, quoi. Moi, il y a une question qui me turlupine. Enfin, pourquoi de tous les archevêques de Côte d'Ivoire, c'est l'archevêque Kodja qui est empêtré dans cette affaire? Il nous dit dans la vidéo que justement, il a vu qu'une seule fois le présumé faux général par le biais d'un vrai général pour lequel il a Non, prêché. pas du tout, pas un vrai général. D'un pasteur. Non, d'un D'un général, évêque. mais c'est un évêque général. Voilà, c'est un des Oui, mais quel général? Non, c'est pas la même chose qu'il Non, dit. pas général Un militaire. évêque général, Voilà. il n'est pas général de l'armée. C'est Bon, dans ça. tous les cas, il nous a Donc dit vous dans la entendez vidéo- général en ce moment, vous êtes... Voilà, qu'il a croisé une seule fois. Voilà. Mais pourquoi de tous les archevêques, c'est lui précisément, quoi? Moi, je trouve que c'est une histoire embuée Tu de penses trop qu'il n'y de a pas de zones fumée sans d'ombre. feu? Je dis pas ça, mais il y a trop de zones Non, d'ombre. on ne peut pas aller sur ces suppositions-là. Il nous arrive à tous d'être dans des endroits à un moment précis et puis après que les personnes qui y sont soient parfois même soumises au feu de l'actualité suite à des événements judiciaires et autres, sans pour autant que notre responsabilité soit engagée. Et Guy Vincent, dans la vidéo, quand on l'écoute en intégralité, explique qu'il a été invité à un événement par son ami évêque. Oui. Et ce monsieur lui a En tant présenté, qu'archevêque. voilà, il lui a présenté donc le général, entre guillemets, le bailli. Comme nous, Voilà. on représente 1 milliard de personnes Et dans donc, notre vie. c'est tout. C'est la seule fois, dit-il, qu'il a rencontré
Mais en Donc, même il temps, ne le connaît pas, il a oui, dit. en même temps, la personne, le général, dans les propos de l'archevêque, le faux général, l'aurait cité comme étant membre de son état-major. Voilà. Pour après avoir, quand on l'a interrogé, il a démenti, vraiment le connaître. C'est quoi votre Mais question? pourquoi? Je veux dire, pourquoi le citer lui? Je Non, ne suis pas en train de Parce qu'ils dire... se sont rencontrés et que lui, certainement, comme on dit, c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne prend pas souvent des photos avec tout le monde, parce qu'il y a des gens qui exploitent à notre insu les images qu'ils prennent en disant telle personne est mon ami, ils peuvent même aller démarcher telle ou telle personne pour soutirer des fonds. Et c'est exactement ce qui s'est produit dans le cas de... Je comprends, Alain, mais en fait, moi, je ne comprends pas pourquoi fomenter une telle machination autour de l'archevêque Kodja. Non, c'est pas une Parce qu'il a dit que c'est un machination. personnage public, Dans c'est son aujourd'hui escroquerie, il a membre dit- important, oui, il est archevêque. Mais au-delà même de ça, je pense que même c'est pour crédibiliser davantage son Exactement. affaire éventuellement. Parce que nous tous, on sait quand même qui est l'évêque Guy Vincent. Guy Vincent L'archevêque, Kodja, ouais. quand même, l'archevêque Guy Vincent Kodja. On sait que c'est quelqu'un quand même qui a une certaine popularité et tout ça. Donc, quand on est dans une dynamique, certainement, de ne pas faire quelque chose de très clair, on cherche toujours des alliés, on cherche des noms, des identités qui peuvent crédibiliser notre business. Donc, ça peut être dans cette dynamique-là, Et c'est- effectivement, qu'il a Oui, qu'il pour a être mis. d'accord avec vous, ils sont même allés, cette Inviter personne, le commissaire du gouvernement. le gouvernement a même allé donner son nom à une promotion. C'est ça. Donc, Et ils ont même invité le chef de cabinet du président, Claude Sailly, je pense, à un événement où je ne sais pas. En tout cas, ils se sont croisés, parce qu'il y a des photos qu'on a vues sur les réseaux sociaux c'est ça. où il était en compagnie de ce général-là. Deuxième- Alors, on ne peut pas soupçonner l'ambassadeur Claude Sailly d'être membre de son organisation, par exemple. Deuxième information à noter dans la vidéo de l'archevêque Kodja, c'est l'histoire des 10 millions. C'est L'histoire ça. des 10 millions. Voilà, effectivement, on avait lu sur des sites. lors en de la tout cas, perquisition. Voilà, et que des policiers qui étaient allés faire la perquisition sur l'archevêque Guy Vincent Kodja, Enza et un autre, voilà, lui aurait demandé 10 millions et l'archevêque est revenu dessus et il a démenti formellement. Il a même dit qu'ils l'ont même reçu dans leurs locaux, eux-mêmes les policiers, et que celui-là même qui dirige qu'on appelle Grumman, c'est ça. voilà, le commissaire qu'on appelle Le Grumman. colonel Enza Le colonel, Fofana. pardon, le colonel Enza Fofana qu'on appelle Grumman, dont l'équipe était en train de mener l'investigation, était vraiment très courtois, a même veillé à ce qu'il soit vraiment traité dans les Avec règles de respect, l'art, d'ailleurs. avec respect, avec toute la courtoisie. Donc, il tenait à démentir que jamais on lui a proposé un pot de vin, quoi, que c'est pas vrai. Que c'est Et il a même dit dans sa vidéo que justement le présumé faux général a proposé 73 millions Ouais. au colonel. 70 millions. 75 millions. 75 millions, Voilà, oui. 75 millions pour pouvoir Pour étouffer l'affaire. s'extirper, voilà, pour étouffer. Mais que cela même avait été refusé, donc c'est pas vrai. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'une personnalité publique, qu'une autorité se trouve mêlée à des affaires par des personnes et après de toute façon il faut démêler le vrai du faux. C'est d'ailleurs pourquoi il y a un travail qui a été fait, un travail donc déjà de convocation des forces de l'ordre donc qui ont convoqué l'archevêque. Ensuite ils sont allés chez lui Une perquisition pour une pendant 20 minutes. perquisition pas pendant plus. 20 minutes pour vérifier qu'il aurait ou pas Ils n'ont des trouvé tenues aucun militaires, ils n'ont treillis. trouvé aucun treillis, et raison pour laquelle l'archevêque a été relaxé, tout simplement. Bon, bonne nouvelle pour l'archevêque. En tout cas, Là, il faut s'il faut- peut-être en profiter pour lancer un appel à la vigilance, à la fois à l'endroit des autorités et des personnes qui ont une notoriété. Voilà. Parfois, ces personnes sont sollicitées par des ONG, par des organisateurs et autres. Je pense qu'il faut peut-être aussi vérifier. Aujourd'hui, avec les réseaux, le réseau Internet, on a la capacité de recouper des informations et être situé sur l'identité de ceux qui nous approchent. On marque une courte pause. Nous, derrière, il y a la loi, c'est la loi. Et pour notre grande actu, nous allons recevoir Dr Biti Joseph, et la directrice des établissements privés des professions sanitaires, avec elle il sera question ce soir de l'opération Zéro clinique illégale en Côte d'Ivoire. Mais avant, Kevin Aubin a quelque chose pour nous. À tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk, s'il vous plaît, avec Alain Toussaint, avec Kevin Aubin, avec Isabelle, non, Isabelle, garde pour la fin, avec Ryan Azi, avec Élisée Bolougbe, et bien sûr, Isabelle Favor. Salut Isa. Salut. Isa, on a gardé une petite musique pour vous. Hein. Ah bon? Oui, on a gardé le Dadju. Ah Ça ouais, vous ça dit va, ouais, Dadju ça ambassadeur. Ah oui, ça Dans fait quelques danser, secondes, là, ça. je pense qu'on va passer ça un peu pour Ah, plus bah, facile. super. Un petit wololo. Le flow. Voilà, c'est ça quand même. Vous T'as n'êtes dit pas pas sur... mon côté, quoi. Bon, les amis, notre rendez-vous est la loi, c'est la loi. Avec Toseta, c'est maintenant. On regarde, on revient juste derrière. Hé, toi, tu dois que j'ai les PFI au quartier, non? Quand on parle d'immense, il n'est pas comme on met celle dessus pour moi. Ok.
tu connais là, tu casses encore du Copenhague ivoirien même. Ah oh. Il y a sa cousine là. Alinéa 2. Miss Alinéa 2 nous fait comprendre. Constitue un viol. Tout acte de pénétration. Tu entends? Pénétration de en bas, de arrière, de en haut, de tout ce que tu veux. Quelle que soit sa nature, abus sexuel commis sur un mineur ou une mineure de 15 ans, même avec son consentement. Ça veut dire simplement, si le mineur ou la mineure a dit oui, si il ou elle a signé oui sur papier canson, champion, championne, c'est un viol. On te parle, tu n'entends pas. Tu es dans le noir, on ne te voit pas. Mais le jour, je dis bien le jour, le petit garçon ou la petite fille va dire c'est le tonton là, c'est la tante là. Tu seras décoré par la justice, élevé au grade de détournement de mineurs et de viol. Te poursuis pour toi seul. Au quartier des Andes, tout James. Hé, la loi c'est la loi. On s'amuse, hein, mais afin de gérer les petites filles là. Il y a discours dedans, hein. Ah, ça c'est sûr, il y a discours dedans. Hein. Double James. Double James m'a dit Ryan. Non, mais on en rit pour pas en pleurer, d'autant plus que ce sont des faits graves quand même, les détournements de mineurs et malheureusement, certaines pratiques, certaines conceptions essaient un tout petit peu de justifier, d'embellir, Exactement, de ça contourner. me rappelle un procès qui justement a débuté aujourd'hui en France qui s'appelle l'affaire Sarah où un adulte de 28 ans est sorti avec une jeune fille de 11 ans, mais elle était consentante. Donc, ils ont dû changer la loi sur le consentement. Le fait de savoir est-ce qu'à 11 ans, on est vraiment consentante pour avoir des rapports sexuels avec un adulte de 28 ans. Voilà, parce qu'il n'y avait pas de viol dans ce cas-là, elle était consentante. Donc, la loi a été réaménagée, toilettée pour pouvoir le condamner, quoi. Mais dans ce cas-ci, pour tout ça, il faut spécifier, hein, qu'elle soit consentante. Comme il a dit, même si tu as écrit sur oui, elle a signé oui sur papier canson, pour la loi, c'est un viol. Oui, exactement. C'est pour ça qu'en France, la loi a été changée, justement. D'abord, le premier point à prendre en compte, c'est l'âge. C'est On ça. est d'accord? Oui. OK. Et le deuxième point, c'est le consentement. Après, faut quand même, comment dire, faut juste dénoncer ce genre de fait. Parce qu'en même temps, il y a une petite loi, une petite forme d'omerta autour de cette question où la demoiselle elle-même, souvent, par peur de dénoncer le tonton en question, eh bien, malheureusement, souffre dans son cœur. Et donc, c'est l'occasion aussi d'inviter les parents à être très indulgents vis-à-vis des personnes, des jeunes filles ou des jeunes hommes, permettez-moi l'expression, mais qui sont victimes de ces situations-là. Pour pas qu'ils aient peur de dénoncer en se disant, non, tu viens dénoncer, bon, je ne vais pas citer le nom, telle personne, tu es une menteuse, c'est ta parole contre celle d'un adulte et tu n'es pas toujours la personne qu'on écoute. Et malheureusement, il y a beaucoup de situations qui restent comme ça. Il y a des non faits dénoncées. beaucoup plus graves, c'est-à-dire que souvent les parents vont demander pardon pour qu'on oublie en fait cette affaire, qu'on se taise en fait surtout. Moi, je pense qu'il faut véritablement sensibiliser les uns et les autres. Si un tel fait arrive à votre enfant, peu importe en fait la personne qui en est l'auteur, que ce soit un membre de la famille ou le voisin, etc., il faut dénoncer. C'est le regard, même, moi, c'est le regard de la société même qu'il faut carrément changer. C'est Parce ça. que très souvent, les familles se sentent, je dirais, un peu Honteuse. voilà, déshonorées de savoir qu'il y a une victime de viol chez eux, alors que ce n'est pas ça. La personne est victime. C'est-à-dire que la personne n'est pas auteur, elle est victime. Donc, il n'y a pas de gêne à avoir. Nous avons notre fille, nous avons notre fils qui est victime de viol. Et là, la loi a prévu des sanctions, des dispositions, parce que notre enfant est victime. Donc, il faut l'utiliser. Il ne faut pas aller chercher des conciliabules, des arrangements. Mais l'idée, ce qu'on ne dit pas, c'est Faut que changer ce regard. je n'ai pas des statistiques exactes, mais dans une grande majorité des cas, ces personnes-là sont des personnes de l'entourage de la famille. Raison de plus même pour être C'est ça, Parce que tu as honte de dénoncer, pour dire, il y a ton cousin ou ton frère ou ton cousin qui arrive, par exemple, du village, qui habite chez vous, et malheureusement, qui abuse de ta fille. Tu n'as pas envie, par exemple, que cette situation soit un scandale qui va éclabousser ta famille. Donc, les gens préfèrent souvent régler ça. Au détriment de la victime, parce que vous ne pouvez pas voir le choc psychologique. C'est-à-dire tout ce traumatisme que la personne va suivre, va garder toute sa vie, en fait. Donc, au détriment de cette victime-là, vous préférez faire un arrangement. C'est Moi, dommage. je pense qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde comprenne que le pays est régi par des lois. Et le pays dit
que s'il y a viol, si c'est ton papa ou c'est ta soeur ou c'est ton frère, dès l'instant qu'il y a viol, la personne est passible de condamnation. C'est tout. Ça, il n'y a pas de débat dessus, en fait. Il faut que les gens soient sensibilisés là-dessus. Il faut qu'on sorte des tabous, en fait, des tabous qu'ont créés, bien sûr, toutes les traditions et toutes les cultures qui ont bercé la Côte d'Ivoire, qui ne sont pas forcément mauvais, mais qui finalement créent un certain mystère en termes de conversation entre les parents et les enfants même. Parfois, ça ne va pas être les familles qui ont honte, c'est l'enfant lui-même qui a tout simplement honte d'aller expliquer à ses parents ce qui s'est passé, parce que son violeur aussi a agi même sur son mental. Une sorte Voilà. d'emprise Exactement. psychologique, ouais. Donc c'est très bien ce type de campagne que fait ce jeune homme, parce qu'il est suivi par énormément de jeunes, donc de tout âge, hein, même dans la tranche à partir de 15 ans. Donc c'est important d'éveiller les consciences des jeunes à cela, parce qu'aujourd'hui je pense qu'il y a un peu plus d'ouverture d'esprit de la jeunesse, donc c'est important qu'ils sachent leurs droits, qu'ils sachent la loi et qu'ils puissent l'utiliser pour... Et aussi qu'on sensibilise les enfants autour des stratégies des adultes ou des personnes pour abuser. Parce qu'aujourd'hui, en proposant un téléphone ou des choses, souvent certaines personnes utilisent des subterfuges pour pouvoir malheureusement abuser des moins âgés, donc des plus jeunes. Faisons attention, les parents, les enfants, faisons attention. En tout cas, vous faites bien d'évoquer cette situation ce soir pour qu'on invite les uns et les autres à beaucoup plus de vigilance et surtout rappeler que la loi existe. Dur la lex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Traduction. Oh, je suis inspiré aujourd'hui. Kevin Aubert, avec vous, on évoque ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous avez pour nous ce soir? Écoutez, quand les couples décident de prendre d'assaut les réseaux sociaux, souvenez-vous, les couples, hein, voilà, genre toi et ta femme, ta belle femme. Roselyne Layo chantait ceci. Non seulement ils ne partagent pas, ils ne donnent pas, mais ils étalent avec la plus grande des ferveurs leur deal sur Internet. Depuis un bon moment, on voit des couples lambda devenir des coqueluches d'Internet, juste en partageant leur quotidien de couple sur TikTok, Instagram, YouTube, et ça donne ça. Là, il s'agit de la Family Kanté, c'est leur nom hein, sur Internet, un couple mix, donc un couple franco-sénégalais. Les amoureux comptabilisent 170 000 abonnés sur TikTok. La vidéo qu'on vient de visionner a été regardée plus de 3 millions de fois. Voilà, juste une vidéo avec une musique en bas. Et dans leur bio, donc dans la description de leur compte, il y a marqué « Couple mix 4 ans ». Donc ils placardent comme ça hein, leur année de couple, justement, depuis 4 ans, ils s'aiment. Voilà, et tout le monde doit le savoir. Il y en a bien d'autres, notamment le couple. Ah bah, excusez-nous, nous les célibataires. Il y a le couple Bouchra Mamad. Ils pulvérisent tous les scores, plus de 5 millions d'abonnés sur TikTok. Bouchra et Mamad, en fait, mettent également en scène leur fille. On regarde. 5 millions d'abonnés, vidéo regardée plus de 2 millions de fois. Il ne s'est pas les seuls à le faire. Hein. D'un homme qui arrive à la maison et qu'on accueille avec des confettis. Ouais, 2 millions de vues. Très bien. Exactement. Et sachez que chaque vidéo est rémunérée. Donc, il gagne de l'argent en faisant ça. Voilà. Et ce n'est pas les seuls à le faire. Je l'ai dit, il y a des couples, il y a plein de couples qui mettent à contribution leurs enfants dans la ruée aux abonnés. Aujourd'hui, le couple Bouchra et Mamad vit essentiellement de ces vidéos sur Internet. Ils ont décidé d'arrêter ce qu'ils faisaient comme travail. Maintenant, ils sont créateurs de contenu. Ils font que ça. Ils gagnent un pactole financièrement parlant. Et là, j'ai pris que 2 couples, pour exemple, mais il y en a d'autres. Quand on regarde ce genre de contenu, moi, je me pose des questions. La première, c'est est-ce qu'ils sont toujours sincères avec leur communauté? Parce que ces couples-là, ils font ce qu'on appelle des pranks, Élisée. Alain, des pranks, en fait, c'est une sorte de caméra cachée. On sait. Voilà. Merci pour l'information. C'est une sorte de caméra cachée qu'on refait à l'autre. Nous, les vieux, c'est du... Non, il connaît pas. Vieux, c'est ça, en fait. Bon, regarde, écoute, on Kevin regarde Aubin ne connaît pas Jessabi et Peter One. Donc, pardonnez. Je vais pranker Mamadou en mettant du colorant rouge dans le pommeau de douche. Ça va? Ouais, ça va. Tu fais quoi? Bah rien, je galère. 10 millions de vues.
Voilà, 10 millions de vues. On pourrait se demander si on n'assiste pas à un jeu d'acteur. Hein. Est-ce que justement, c'est pas une sorte de supercherie? Je vais prendre l'avis des gens sur le plateau. Vous pensez que c'est un jeu d'acteur, Élisée? Je sais pas. Franchement, je peux pas. Moi, je regarde ça souvent. Parfois, ça a l'air vraiment, vraiment vrai, mais c'est vrai que pour la plupart, moi, j'ai toujours l'impression que c'est un jeu. Oui. Et moi, oui, vas-y. Non, pour moi, c'est un jeu d'acteur. Ouais. Et c'est mal joué. Mais il arrive que ce soit vrai. Hein. Il arrive que ce soit Moi, je dirais vrai. que les gens s'ennuient. C'était pas la question, Alain. C'était pas la question. Et la question très essentielle, justement, la question, c'est est-ce qu'ils ne se sentent pas obligés de rester ensemble, voilà, de peur de tomber dans l'oubli s'ils arrivent à se séparer, ou pire encore, est-ce qu'ils ne feignent pas d'être toujours en couple alors que ça ne serait plus le cas? Voilà, c'est une question qui est légitime parce que vu que leur contenu est axé que sur leur vie amoureuse, donc que sur leur couple et non sur leur personnalité respective. Donc voilà la Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, en Afrique, il y a ce genre de vidéos de couples, de familles qui se mettent en scène? En Afrique, comme ça? oui, il y a un couple au Cameroun, je ne sais plus leur nom, qui font ça, mais que sur Facebook. Ils glanent aussi plein Lui, d'abonnés. c'est énorme, non? Il n'est pas sur Facebook. Non, Eunice, c'est énorme, c'est autre chose. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ça, des amoureux comme ça qui cagotinent sur Internet et qui se font de l'argent. Bon, alors, pour le principe, aujourd'hui, vous êtes en couple avec quelqu'un et vous souhaitez quand même partager des moments de votre vie de couple sur Internet. Donc, c'est pas mauvais. Vous allez à un mariage, vous filmez, vous êtes à la maison, vous avez un moment heureux, un anniversaire, vous décidez de filmer. Et aujourd'hui, TikTok, tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux permettent aujourd'hui qu'on puisse partager nos moments avec des personnes. Non, mais là, en l'occurrence, ils créent des comptes communs. C'est-à-dire, on Moi, j'ai un décide- compte commun avec mon épouse. TikTok? Oui. D'accord. Ça veut dire qu'il ne peut pas aller regarder. Nous, on n'a pas encore décidé de mettre. On a des vidéos après qu'on va mettre, mais notre objectif, Il y a c'est une vidéo en ligne déjà ou pas? arrêter à l'heure. Alors, les amis, Non, mais en c'est- fait, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui décident de partager des moments. À partir du moment maintenant où ça devient. Ça pourrait être un peu le principe des téléréalités. La famille Kardashian, C'est parlons-en. ça, c'est ça. Voilà, En fait, c'était en télévision, aujourd'hui avec Internet. c'est ça. On a l'habitude de voir en fait des téléréalités donc à la télévision. Aujourd'hui, ça s'exporte en fait sur les réseaux sociaux. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. Parce qu'il y a des vidéos qui sont très marrantes, mais du moment où ça véhicule en fait certaines valeurs, on ne peut pas aller à l'encontre de ça. Par exemple, le couple dont tu as parlé, le couple mixte, ça met donc en scène un homme noir et une femme blanche. Enfin, je veux dire, c'est certaines valeurs en fait qu'il faut promouvoir tant que ça promeut en fait l'amour, l'entente, etc. Mais quand ça devient autre chose, à l'instar de Eunice Zunon et son compagnon, là, ça devient un peu Son plus ex-compagnon. problématique. Sur Voilà, sur son la ex ou chronique son qu'évoque compagnon actuel. Kevin, moi, c'est vrai qu'il y a quand même un revers. Moi, je fais partie de ceux qui regardent beaucoup ce type de vidéos. Ça me relaxe. Et puis moi, j'aime bien voir les gens dans la bonne humeur comme ça. Ça et fait tout. rire aussi. Mais ouais, ça fait rire. Mais finalement, quand on regarde, on ne voit que le bon côté des couples. Et donc, pour certaines personnes qui peuvent regarder ça, ils peuvent s'attendre à certaines choses chez leur compagnon que leur compagnon finalement n'a pas. Mais moi, j'ai Et un donc, de ils mes peuvent amis, exiger justement, qui a un certaines choses. Ils problème peuvent vivre dans un parce que, petit rêve, voilà. dans leur propre couple, en Oui. fait, parce qu'ils sont omnibulés par ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. On a Donc, vu c'est des gens important qui aussi de offrent des nuancer centaines, des cadeaux, de des- l'argent et des- tout des ça. roses, et tout ça. Et donc, des quand ta paniers femme te dit un d'argent. matin, comme la femme de mon ami qui lui a dit, toi, on a remarqué que quand je suis enceinte, là, tu fais pas comme la vidéo. Elle a même envoyé la C'est vidéo. ça. oui. Donc, Alors qu'il faut savoir que c'est vraiment pas la vie réelle de ces couples-là même. Donc, Et ce serait des qu'ils fausses n'affichent. complicités alors. Non, mais en fait, ils n'affichent que les bons moments. Aucune Parfois, partie. c'est monté. Justement, Mais on qui- en parlait qui des aime- qui prompts, aime de diffuser diffuser des des choses choses qui sont tristes? exacerbées. Non, mais Mais d'accord, mais personne je veux n'aime dire, diffuser des en trucs dehors tristes. même d'une vie de couple sur les réseaux sociaux, Oui, on tu ne montre que affiches le bon, justement la justement. partie très il émergente. faut surtout, mais elle parle c'est surtout aux partie très personnes qui reluisante. prendraient ça pour argent comptant. Voilà, pour C'est leur vrai, dire. parce que voilà. une fois que tu as fini de regarder, moi ça m'est arrivé, hein, honnêtement, tu as fini de regarder un excès d'amour sur les réseaux sociaux, lui il rentre, tu lui fais des petits cœurs comme ça, des petits signes, il te dit qu'est-ce que t'as à toi? Bon, tu t'es un peu énervé, tu te dis mais il n'est pas comme les gens sur les Alors, du réseaux coup, tu t'es sociaux. énervé parce que tu avais vu préalablement une vidéo. Non, mais en fait, non, mais il y Donc, a, vous il y a devriez- certaines- On termine là-dessus, Non, mais Jonathan, il y a c'est bon, on termine des là-dessus. situations, il y a des situations, par exemple, c'est ton anniversaire, ton copain t'offre en fait la dernière des voitures et tout, ça fait le buzz sur les réseaux sociaux, ça fait rêver toutes les filles, etc., etc. Donc ça, éventuellement, ça peut frustrer certaines personnes qui sont en couple et qui n'ont pas forcément les moyens de Ouais, s'offrir. alors que c'est pas tous toujours ces ça la vie plaisirs. réelle. Bah, les gens qui en ont les J'ai moyens 15 vont pas secondes se pour terminer cacher. le sujet, s'il Oui, vous voilà, plaît. ils vont pas se cacher, mais je veux Oui, dire, non, moi je pense qu'il faut que les gens comprennent. Hein. Les gens sont vraiment, c'est leur droit de choisir les canaux sur lesquels ils veulent présenter leur vie. Mais il faut qu'on sorte je dirais, de ce qui peut être considéré comme un film en réalité. C'est-à-dire qu'à côté de tout ce qu'on est en train de voir, qui est pour moi une fiction, il y a vraiment la réalité. La vie d'un couple,
il y a des très bons moments, il y a des moments aussi de doute, il y a des moments un peu difficiles. La vie d'un couple, ce n'est pas comme un fleuve tranquille qui coule et puis il n'y a pas de problème. Ça, il faut que les gens aussi le comprennent. Donc, quand on regarde de telles vidéos, il faut qu'on en tire vraiment ce qu'on pense pouvoir être utile pour faire avancer notre couple. Non pas juste voilà, regarder pour regarder. Surtout quand on sait que pour faire une vidéo, souvent, il faut vérifier l'angle de la caméra et tout ça, après on vérifier que le truc n'est pas le truc. Donc, ça peut être compliqué. Bon, enfin, en tout cas, merci Élisée, merci pour le sujet. Les amis, on va poursuivre hein, avec un autre point. Donc celui-là est important pour nous parce que notre Daouda national hein, n'est pas sur le plateau ce soir. Mais comme il n'est pas sur le plateau, je me suis dit, il n'y avait pas de meilleur moment que celui-là pour vous présenter cette vidéo. Est-ce que vous connaissez Sa Majesté Daouda? Bon, moi, pour moi, il fait son travail, quoi. C'est juste que, genre, bon, chacun a sa manière de dire ce qu'il veut à qui que ce soit, quoi. Qu'est-ce que vous pourrez lui dire, là, en face? Okay, en tout cas, mon vieux, vraiment, hein, avoir dit, Drogba, c'est notre icône. Vraiment, un peu mollo-mollo avec lui, quoi. Vas-y, veut pas aller mollo-mollo. Ah, là, ça va la cata, hein. Donc, du coup, il faut lui dire ça directement. Ah, oui. Il est trop têtu. Je me dis en face, maintenant. Ce que je te dis en face, vraiment c'est difficile à te dire en face, mais en tout cas avec Drogba, ouais, c'est vrai ce que tu as dit sur lui, mais au moins il faut cacher un peu les choses quoi. C'est notre icône quoi. Tu vois, vous voulez qu'on ait la langue de bois en fait. Pas que la langue de bois, mais au moins il y a des mots pour au moins les gens touchent un peu quoi. Donc Nathan vous dit non, il n'a pas raté le penalty, il a tiré le penalty, ça voulait rentrer mais c'est pas rentré. C'est juste une malchance. C'est une malchance. Oui. D'accord. Vous m'avez insulté aussi. Hein. Non, excusez-moi, vous voyez ça comme ça, excusez-moi. Vous êtes tout excusé. Vous avez Daouda, vous le connaissez? Ouais. C'est un badeur. Il t'a pas dit un badeur pour masse. Présent à la salle pour serrer. Les bras, Voilà, qu'est-ce que vous avez dit? Sans ta mort, il n'y a pas. Sans ta mort, il n'y a pas. Il n'y a pas l'ambiance même, tu vois. Donc c'est le chapeau de Alors Daouda, qu'est-ce que tu as pensé de ce que les gens ont dit sur toi? Ouais, c'était vraiment sympa. Surtout j'ai bien aimé les élèves. Ils disent des choses diamétralement opposées, mais quand ils te voient, le discours change. Ça veut dire qu'en fait, même si les gens nous insultent à tout moment, les gens nous critiquent à tout moment, au-delà de tout, ils nous aiment bien, ils nous apprécient. Et bon, on a besoin de tout ça pour faire un monde en fait quoi. Et c'est des choses qu'il faut pouvoir accepter. Mais eux aussi, il faut qu'ils fassent attention. Ce que vous attaquez comme ça, c'est pas trop intéressant. Souvent ça fait mal. Hein. Mais ouais. Ça pas d'été. Ouais, non, bon Dieu. Tu sais que je suis comme ça. Qu'est-ce que tu vois là? C'est une lame. Oh, jamais pleuré. Allez, à la semaine prochaine. Il est sensible, Daouda, il est sensible. Il est fou, souvent. Comme la pub dit, il est fou, Flelou. Il est fou, Daouda, on l'adore. Bon, Daouda sera là, demain, il sera là, Inch'Allah. Après, il y a ce qu'on dit de vous dans votre dos et il y a ce qu'on peut dire de vous en face. Daouda, comme tu n'es pas là, on va dire des choses dans ton dos. Vraiment, Daouda, c'est l'homme. On marque une courte pause. On l'adore, Daouda. Allez, à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk, les amis, et nous sommes mercredi en compagnie de Kevin Aubin, Isabelle Vauvor, Alain Toussaint, Élisée Polougbe et Rayana. Si nous a rejoint sur le plateau du Grand Talk pour notre grande actu, Dr Biti Joseph, vous êtes directrice des établissements privés et des professions sanitaires. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Docteur, tout de suite, avec vous, on évoque la question des cliniques illégales. L'opération Zéro clinique illégale en Côte d'Ivoire. C'est quoi une clinique illégale? Comment on reconnaît une clinique illégale, docteur? Merci beaucoup. Je vous en prie. Une clinique, déjà dans l'intitulé même opération Zéro clinique illégale, on a pris en compte tout établissement sanitaire privé. Mais comme c'est l'expression qui est prise, qui est connue du grand public, on a parlé de clinique illégale. Sinon, les centres de soins infirmiers, maternités privées, tout établissement privé de santé, on a globalisé ça sur le terme clinique. Alors, comment on reconnaît une clinique illégale? On ne la reconnaît pas. On ne la reconnaît pas pour le moment. Oui. Disons que c'est le fait que cette clinique-là n'ait pas les papiers. Elle n'a pas les papiers, elle exerce dans l'illégalité. Elle n'a pas les papiers ou bien alors les papiers sont périmés. Donc en matière d'illégalité, on doit nuancer un petit peu. Il y a les établissements privés, entre guillemets, cliniques, qui sont vraiment illégales, ce sont les clandestines, pratiquement.
Mais il y en a dont les attestations ou bien dont les autorisations, c'est sous forme d'arrêté, sont périmées, ne sont plus valides, voilà. Ou bien alors le dossier est incomplet, c'est un peu ça. Donc on doit nuancer, mais je dois reconnaître que le nombre est élevé. Alors madame, que faut-il pour être une clinique reconnue, c'est-à-dire une clinique légale? Alors pour être une clinique légale, il faut avoir les papiers. Et de quel papier il s'agit? Il s'agit d'un arrêté portant autorisation d'ouverture et d'exploitation de l'établissement en question. Et cet arrêté est ministériel. Donc celui qui a les papiers dans les temps, dans les limites de validité, on peut considérer qu'il a une existence légale. Alors vous faites quoi? Vous faites une inspection des lieux, du projet? Est-ce qu'avant la construction du bâtiment, il y a une demande qui est faite, ou vous attendez d'abord que le bâtiment soit acquis ou construit avant d'opérer donc le contrôle qui peut conduire à la délivrance de l'autorisation? Voilà. Alors, actuellement, nous sommes dans deux situations, il faut le dire. Il y en a qui sont des nouveaux établissements, donc ils n'ont pas encore construit. Ils ont acquis un terrain, ou ils veulent acquérir un terrain ou louer un espace pour en faire une clinique. Dans ces conditions-là, nous avons deux étapes. Une première étape qui est ce qu'on appelle l'accord de principe de création, d'abord. Et ensuite, après avoir finalisé le dossier et, j'allais dire, fait aussi une visite en matière de conformité par rapport à ce qu'il a demandé, à ce moment-là, on évolue vers l'arrêté portant autorisation d'ouverture et d'exploitation, délivré par le ministre. Élisée, Rayana, Isabelle. Je voudrais juste demander au docteur, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui qu'on lance une telle opération? Est-ce que c'est parce qu'on a constaté que les cliniques illégales pullulent à travers le pays? Qu'est-ce qui motive qu'une telle opération soit lancée? Pourquoi maintenant? Pour ce qui motive l'opération, il y a plusieurs raisons. D'abord, effectivement, on a constaté que les cliniques, en guillemets, illégales pullulent dans le pays. Elles pullulent, mais ça fait pratiquement un moment. Le ministère de la Santé a même publié des travaux, une enquête qui a permis de montrer qu'il y avait 81% de cliniques illégales dans le pays. Donc je veux dire, c'est quelque chose dont nous sommes conscients, et conscients de ce fait-là, que nous avons donc publié, nous avons donc réagi. C'est une enquête qui a été menée en 2018. Donc le fait que ces cliniques pullulent, il y a aussi le fait qu'à un moment, disons qu'il y avait une certaine instabilité, je peux dire ça comme ça, qui fait que les cliniques ont profité de l'anarchie pour prospérer, pour s'installer au niveau national. Voilà, c'est un peu ça. Et puis il faut dire aussi qu'il y a on appelle ça, les promoteurs, les propriétaires d'établissements sanitaires privés qui sont dans la légalité, souhaiteraient vraiment que le secteur soit assaini pour qu'il n'y ait pas de concurrence même illégale de ce côté-là, déloyale, tout à fait, c'est le mot. Il ne faut pas qu'il y ait de concurrence déloyale. Alors vous l'avez dit, à l'œil nu, on ne reconnaît pas tout de suite une clinique illégale. Avant le processus de régularisation de ces cliniques-là, comment va se passer le recensement de façon pratique sur le terrain? Bon, alors, je dois dire qu'on ne reconnaît pas une clinique, d'accord, mais nous avons, dans le cadre de ce projet, de ce zéro clinique illégal-là, nous mettons en place des signes, des outils de visibilité. Ces outils de visibilité sont les plaques d'immatriculation qui vont être mises aussi bien d'ailleurs dans le public que dans le privé. Il y a aussi les pancartes, comment on appelle ça? Les pancartes, je peux dire ça comme ça, des établissements qui seront donc à l'entrée de l'établissement. Je prends l'exemple d'une pharmacie. À l'heure actuelle, quand vous voyez une croix verte de loin, vous savez que c'est une pharmacie qui est là. Quand vous voyez une croix violette, vous savez que c'est un dentiste qui est dans le secteur. Quand vous voyez les lunettes qui simulent, donc, vous savez que c'est un opticien. Donc c'est ce même genre d'outils de visibilité qui seront positionnés à l'endroit, à l'entrée de ces établissements-là, de sorte que tout de suite on les reconnaisse, en plus de la plaque d'immatriculation qui permettra donc de les immatriculer et de les reconnaître. Alors, supposons qu'une clinique, en fait, ait été dans l'illégalité pendant environ 5 ans et qu'au bout de 5 ans, elle décide donc de rentrer dans la légalité.
est-ce qu'en en actionnant donc ce processus, elle risque en fait d'encourir les 5 années d'illégalité qu'elle avait eu comme exercice de fonctionnement? Non, elle ne va pas encourir des sanctions. Elle ne va pas encourir parce que Monsieur le ministre de la Santé, Pierre Demba, donne l'opportunité aux cliniques de se régulariser. Voilà, de se régulariser parce que c'est important qu'elles aient les papiers, comme on dit. Parce qu'en cas même de procès, en cas d'incident, la première chose qu'on vous demande à la justice, est-ce que vous avez les papiers? Vous n'avez pas les papiers, vous perdez tout de suite. Donc déjà, il est important d'avoir les papiers. Mais dans le cadre de cette opération-là est ouverte à tout le monde. Alors justement, ça tombe très bien. Pardon Isabelle, on a 3 minutes avant le JT. Concrètement, comment se déroule l'opération? Aujourd'hui, s'il y a des propriétaires de cliniques qui nous regardent, qui ont envie de régulariser la situation ou envie d'être à jour, comment ces personnes-là vous contactent? Est-ce qu'il y a une plateforme? Est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir être dans la légalité? Permettez-moi l'expression. Tout à fait. Alors, nous avons mis en place une organisation pour faire en sorte que la régularisation puisse se faire. Elle se fait de 2 manières. De manière physique ou bien de manière digitale. Nous avons donc la possibilité, si c'est physique, de recevoir le dossier, aussi bien au niveau de nos directions régionales de la santé que départementales de la santé, qui nous font parvenir le dossier physique. On veut éviter que des gens se déplacent. Ils peuvent se déplacer s'ils le veulent, mais ils nous font parvenir le dossier physique. Il y a aussi l'aspect instruction du dossier de façon digitale, remplissage du dossier. On a créé donc une plateforme digitale, IDEPS, pour pouvoir donc enregistrer les autorisations. Alors la première étape dans cette légalisation-là, c'est un courrier adressé à M. le ministre de la Santé qui demande donc la régularisation, qui demande donc l'autorisation d'ouverture et d'exploitation de l'établissement. Si vous ne demandez rien, on ne peut pas vous donner quelque chose. Donc, il demande ça d'abord, et puis ensuite, on constitue les éléments du dossier. 1 minute pour cette question. Oui, rapidement. Alors, madame, moi, je suis un peu... je pose des questions. Vous ne faites pas une enquête sur le matériel ou la qualité des soins, mais c'est surtout sur les papiers que c'est cela qui va déterminer que la clinique puisse continuer d'exercer. Est-ce que vous avez eu des alertes sur la qualité des soins, sur la qualité des équipements, des infrastructures de ces cliniques-là? C'est ce qui pourrait, à mon sens, quand même être l'un des principaux indicateurs. Oui, ce sont des indicateurs. Certes, il y a eu des alertes aussi. Mais nous faisons, je peux dire, quelqu'un qui vient demander une autorisation, on fait non seulement l'analyse de ses dossiers, mais on fait en plus une évaluation de l'espace dans lequel il compte prodiguer les soins. Ça veut dire que dans les dossiers, par exemple, on peut avoir par exemple une analyse sur le type de matériel qui se trouve dans la clinique, sur le personnel que la clinique emploie. Donc tout ça constituerait le dossier, par exemple. Tout ça constituerait. Et puis aussi les qualités, les prestations, l'hygiène de l'espace, les équipements. Quelqu'un qui demande à... Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk à la suite du journal télévisé Le JT que présentait Sharon Camara, qu'on retrouve demain à 19h45. J'oublie pas de faire un coucou comme ça à Jean-Marc Seka, habitué du genre. Kevin Obet avec nous, la magnifique Isabelle Vovor, Monsieur Alain Toussaint, toujours en dimanche, même soir de mercredi. Jolie expression, j'adore. Et la splendide Rayana Assi, voilà. Ça va Rayana, ça se passe bien? Ça va. Génial. Élisée Bolouboué, on vous a vu faire le geste. Il est comme ça, c'est plus fort que lui. Mais on l'adore. Ça va être enseigné dans les écoles de journalisme. Vous dire désormais, quand vous devez répondre à la question, refermer un peu le poste. En fait, j'explique rapidement. Quand tu le fais, ça te permet de remettre tes idées en place. Ah, c'est comme ça. Quand je le fais comme ça, ça me ramène mes idées en place. Ça s'appelle la remise des idées. Voilà, parce que là, on revient d'une pause. Certainement que les idées tentent de se balader. Donc, quand je fais ça, je ramène toutes les idées en ordre. Et puis, on va voir ce qui va suivre. En fait, il a réponse à tout. Les gens du monde, Et nous a rejoint sur le plateau du Grand Talk et avec beaucoup de plaisir, nous le recevons. Eh bien, l'honorable Alphonse Soro. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, honorable. Vous êtes cadre du RHDP. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Parce qu'avec vous, on va parler de la vie du parti, on va parler de la vie du RHDP, on va parler de la vie de la nation, de la société ivoirienne. Et on va commencer déjà par se demander comment se porte le RHDP, les états-majors des partis sont-ils en train de, en tout cas au RHDP particulièrement, est-ce qu'on est en train de se mettre en ordre de bataille au regard des prochaines échéances électorales? Bien, je voudrais d'abord dire que je ne suis pas
le porte-parole ou un des porte-paroles du RHDP. Et je suis certes un des cadres du parti et je ne suis pas ici en tant que porte-parole. Ça, c'est quand même une précision. C'est la discipline du parti qui l'impose. Voilà, ça, c'est la discipline du parti qui l'impose. Je suis très heureux d'être là, surtout pour parler de mon actualité en tant que cadre, bien sûr. Mais il se trouve que récemment, il y a eu des festivités qui ont été organisées par les populations de ma circonscription pour fêter mon retour au RHDP. C'est ça mon actualité. Mais sinon, le parti en tant que tel, vous savez très bien qu'il se porte très bien et que tout va bien. Isabelle. Oui, alors vous avez adhéré au RHDP en septembre de cette année. Pourquoi êtes-vous revenu au RHDP? Pourquoi avoir quitté le GPS pour revenir au RHDP? Quelqu'un aurait complété la question par maintenant. Très bien. Je n'ai pas adhéré au RHDP en septembre dernier, madame. Le RHDP, vous avez le RDR qui est membre fondateur du RHDP. Oui. Je totalise 25 ans de militantisme au RDR. 25 ans. Ça date de 1994. Il se trouve qu'en 2019, dans un contexte bien précis, que je ne souhaite pas réveiller ici aujourd'hui, j'ai eu, à un moment donné, à quitter la maison. Mais pourquoi? Je suis revenu à la maison, c'est chez moi, et je ne suis donc pas venu en septembre dernier. Maintenant, pour vous parler du deuxième volet de votre question, je voudrais dire que j'ai fait mon examen de conscience après avoir quitté la maison. Et je suis arrivé à la conclusion que moi, Alphonse Soro, ma place n'est nulle part si ce n'est au RHDP. Ma place n'est nulle part si ce n'est auprès du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et je ne reviens pas en terre étrangère, puisque je reviens dans ma maison. Madame, je vous parle de 25 ans de militantisme. Donc c'est une maison qui est la mienne. Voilà ce que je voudrais vous dire. Quelle conclusion alors de vos relations avec Guillaume Soro aujourd'hui? Ben, il n'y a plus de relation avec Guillaume Soro. Ça, désormais, ça relève du passé. Vous parlez de 25 ans. On parle de plus de 2 décennies quand même pendant laquelle le RHDP ou le RDR a été votre maison. Donc quand même, ça ne vous a pas empêché de partir à un moment. Quand vous revenez, est-ce que vous pensez toujours avoir la même crédibilité au sein de ce parti? Absolument. Je n'ai pas de problème de crédibilité. Moi, je vous parle de 25 ans de militantisme. Ce n'est pas parce qu'on a été absent à un moment donné. Ça a été bref, madame. Je n'ai pas tardé à me ressaisir lorsque j'ai fait mon examen de conscience et que je suis arrivé à la conclusion que ma place n'est pas ailleurs si ce n'est pas au RHDP. Ça n'a pas duré longtemps. Donc, je suis revenu. Tout va bien. Je n'ai pas un problème de crédibilité. Est-ce que ce retour a été l'objet, comme on dit, d'une transaction? Je parle du point de vue politique. Est-ce qu'on vous a promis un poste? Voilà. Ou alors c'est un retour sans condition? J'espère que vous n'êtes pas sérieux en disant ça. Si, je le suis. Non, Alain. Est-ce que vous avez négocié quelque chose? C'est ce que je veux dire. Mais pourquoi je devrais négocier quelque chose? Mais parce qu'on sait que c'est le parti au pouvoir et qu'aujourd'hui, dans l'arène politique ivoirienne, on n'échange jamais de camp ou de direction sans qu'il y ait une contrepartie. Bon, là, vous avez peut-être le regard sur des partis ou des postes. Non, sur des hommes. Sur des postes. Sur des hommes et des femmes. D'accord. En ce qui me concerne, nous n'avons pas cette culture d'être orientés sur des postes de responsabilité ou d'agir par opportunisme. Les 25 ans de militantisme dont je vous parle, c'était sans poste. J'ai été brièvement conseiller à la primature, mais ça, c'est quand nous sommes arrivés au pouvoir. Pendant les 17 ans de lutte politique, j'étais là, au sein de la maison. Il n'y avait pas de poste à partager. Monsieur Amontano aussi avait autant d'années que vous de militantisme. Il est parti, il est revenu, il a été couronné d'un poste au Conseil de l'Entente. Donc vous affirmez ici que M. Amontano a négocié un poste pour revenir? En tout cas, quand il revient, il est nommé. Donc on suppose que c'est aussi une façon de l'accueillir. Bon, en l'occurrence, vous êtes revenu et vous n'êtes pas nommé pour l'instant? En ce qui me concerne, en ce qui me concerne, je n'ai jamais été guidé par un quelconque objectif. Vous êtes guidé par quoi?
d'obtenir un poste de responsabilité dans l'administration ou dans quoi que ce soit. Vous êtes guidé par quoi? Les 17 ans de lutte politique dont je vous parle, il n'y avait pas de poste à partager. C'était la bataille, sous la pluie, sous les gaz lacrymogènes. Il y avait des morts, il y avait un engagement. C'était le cœur, c'était par conviction. Et c'est ça qui a toujours guidé mes actions. Donc, il n'y a pas autre chose qui soit venu, j'allais dire, m'amener à revenir dans ma maison. Et je ne suis pas allé militer ailleurs. Je ne suis pas allé au PDCI, encore moins au FPI. Je vous parle de la maison qui est la mienne. On peut sortir un moment et puis, quand on fait son examen de conscience, comme je l'ai dit, vous arrivez à la conclusion que votre place n'est pas ailleurs et qu'elle se trouve au sein de la maison, là où vous avez passé toute votre carrière politique. C'est ça qui m'a ramené, pas autre chose. On va pas rester très longtemps, s'il vous plaît. On va pas rester trop longtemps sur cette... Parce qu'il y a d'autres points à aborder avec vous. Hein. Ce n'est pas le départ, le retour et tout ça. Oui, vous êtes parti, vous êtes venu, on le constate. Moi, j'ai une question concernant Guillaume Soro. Il était condamné en 2019 et 2020 par contumace. Il était condamné pour atteinte à la sûreté de l'État et détournement de deniers publics. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous étiez totalement en coalition avec Guillaume Soro, vous aviez une relation très fraternelle et même politique à ses côtés, en tout cas en termes d'acquaintance. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il est coupable? Est-ce que c'est parce que vous aviez pensé qu'il est coupable que vous êtes revenu au bercail, comme vous le marteliez depuis? D'accord. Moi, je voudrais vous dire que ce que vous évoquez là fait partie des éléments que j'ai mis dans la balance. Parce qu'on parle de procès. Mais procès de quoi? On parle de déstabilisation. Moi, Alphonse Soro, je ne me reproche absolument rien. Je n'ai jamais insulté le président. Je n'ai jamais régné les valeurs du RDR, du Rassemblement des Républicains. Quand je suis parti, ce n'était pas par opposition à la gouvernance du président Ouattara. Ce n'était pas parce que j'étais en divergence politique, idéologique avec le président ou avec le parti. Non, ce n'était pas ça. À l'époque, quand je l'ai fait, c'était juste par solidarité avec des amis. Donc, quand je pars et que je me rends compte après qu'on se trouve dans un milieu et puis vous ne partagez pas les aspirations de ce milieu, mais justement, l'examen de conscience, c'est ça, Kevin. C'est l'ensemble des questions que vous posez. Moi, je ne me reproche rien. On parle d'un procès de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que je dois me sentir concerné par ça? Puisque je ne me reproche rien en ce qui concerne tout ça. Donc, je n'avais pas ma place ailleurs. C'est pour cela que j'estime que, bon, écoutez, peut-être que je suis dans un milieu qui n'est pas le mien. Il est mieux que je retourne donc, dans ma maison. Parce qu'il faut bien se demander, mais pourquoi est-ce que je ne suis plus auprès du président Ouattara? Pourquoi je dois quitter le parti où j'ai fait 25 ans? Quand vous vous posez les bonnes questions et que vous ne vous reprochez rien, vous ne pouvez pas ne pas revenir à la maison. Mais vous êtes parti comme ça sur un coup de tête? Vous vous étiez pas posé cette question avant de quitter le RHDP? Madame, est-ce qu'il vous arrive de vous tromper dans la vie? Donc vous vous êtes trompé, vous n'aviez pas réfléchi avant d'agir? Non. Est-ce que quand on se trompe, c'est parce qu'on n'a pas réfléchi? C'est ce que vous voulez dire? Non. Ce n'est pas mon cas. C'est ce que je vous demande. Non. Vous n'aviez pas réfléchi à ça? Non. Est-ce que quand on se trompe, c'est parce qu'on n'a pas réfléchi? On peut dire, vous évoquez quand même 25 ans de militantisme. Partir d'un parti pour aller pour aller constituer un autre parti quand même, c'est, je veux dire, on se pose quand même des questions avant de le faire. Surtout quand justement on comptabilise une vingtaine d'années au sein du parti Conquête. Très bien, madame. Moi qui vous parle, je vous ai parlé des festivités qui ont été organisées par les populations de Karakore et de Komoro récemment. À l'occasion de cette grande cérémonie, j'ai eu à prendre la parole et j'ai demandé pardon parce que je me suis trompé. Très bien. Madame, il est possible de se tromper même quand on a réfléchi et qu'on a l'ensemble des éléments à votre disposition. Et de le reconnaître. Le plus difficile n'est pas de se tromper. Ce n'est pas de se tromper. Mais quand vous reconnaissez que vous vous êtes trompé, qu'est-ce que vous faites? Moi, je ne suis pas de ceux qui rasent les murs, madame. Quand on se trompe et puis qui passe le temps à raser. Moi, je ne rase pas les murs parce que je suis franc. Je suis sincère dans ce que je suis et dans ce que je dis. Mais quand vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé, c'est ça la responsabilité. Mais est-ce que ce n'est pas un coup de canif? Et c'est faire preuve de lucidité en le disant. C'est faire preuve de responsabilité et surtout de courage. C'est faire preuve de courage. Très bien. Monsieur Soro, Élisée Bolougou, une question pour vous. Moi, je voudrais qu'on revienne à un débat qui
qui est d'actualité, hein. On entend de plus en plus certaines personnes exiger le départ de la scène politique des trois grands qui cristalliseraient la politique durant ces 3 dernières années. Et surtout qu'on voit dans ces différents partis encore des jeunes qui s'expriment comme vous, par exemple, qui êtes des jeunes qui pouvaient en tout cas donner notre visage à ces partis-là. Vous, qu'est-ce que vous en pensez concrètement? Vous, en tant que jeune militant du RHDP? Bon, quand je dis jeune militant, jeune dans l'âge, mais 25 ans quand même de militantisme, c'est beaucoup. Voilà, ok. Moi, je pense que vous me donnez là l'occasion de dire aux uns aux autres de faire très attention à cette affaire de « oui, les jeunes peuvent prendre la relève, ouais, la jeunesse est prête ». Ce sont les mêmes mots, ce sont ces mêmes phrases-là qui ont, en 2020, trompé. Madame, justement, ça c'est un des éléments qui vient en réponse à la préoccupation que vous avez posée. Il y a eu, j'allais dire, un peu de tension, cela a occasionné une floraison d'ambition. Mais après, on s'est rendu compte qu'il n'y avait en réalité pas d'offre qui était prête et capable d'être l'alternative au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Quand vous vous rendez compte que ceux-mêmes qui disent qu'ils veulent être président, ils ne sont pas à la hauteur des ambitions. Ils ne sont même pas à la hauteur de ce qu'on appelle diriger la Côte d'Ivoire, la première économie de l'espace UEMOA. Soyons sérieux. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut qu'on fasse attention. Il ne faut plus qu'on retombe dans ces erreurs qui vont pousser des jeunes à vouloir forcément se présenter à des élections. Ça, il faut qu'on s'assure que tout le monde est conscient que la responsabilité de diriger la Côte d'Ivoire, c'est une grande et lourde responsabilité. Est-ce que vous êtes en train de me dire, par exemple, que si aujourd'hui, on s'est assuré qu'au sein du RHDP, au sein du PPACI, au sein du PDCI, on a des jeunes qui sont capables de porter le flambeau et de diriger la Côte d'Ivoire, donc on peut demander à ces trois-là peut-être de se retirer. Mais pourquoi vous voulez leur demander de se retirer? Non, je demande, puisque vous dites qu'il faut qu'on se rassure que les jeunes soient vraiment en mesure de diriger. C'est pourquoi je demande. Si moi, je voudrais vous dire, d'abord, qui suis-je pour demander le retrait de ces trois personnalités. Encore que je ne suis pas responsabilisé pour parler en leur nom. Ceci se fera de leur propre gré. Ça, c'est ce que vous devez savoir, de leur propre arbitre. Okay. En ce qui concerne, et au demeurant, vous devez savoir qu'il appartient au peuple de Côte d'Ivoire, en toute souveraineté, de confier le pays à qui il souhaite. Donc, moi, en tant que cadre du RHDP, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous n'avons pas ce problème-là, nous n'avons pas ce débat. Nous avons un leader qui surpasse l'ensemble des autres leaders. Nous avons un leader qui a ses preuves. Nous avons un leader qui est au travail. Les Ivoiriens sont témoins de tout ce qui est fait. Donc, le moment venu, quel que soit le candidat qui sera en face de nous, il sera battu. Donc, nous, on n'a pas ce problème-là de candidature. Alain, Isabelle et Kevin. Pour évoquer la présidentielle de 2025 et les élections locales de 2023, estimez-vous aujourd'hui, 6 mois ou 9 mois après le dialogue politique, que l'environnement politique ou le climat politique en Côte d'Ivoire s'est apaisé? Absolument. D'abord, il faut remercier le chef de l'État d'avoir initié ce dialogue politique, d'avoir donné la parole à l'opposition et créer ce cadre de discussion. L'objectif étant de faire en sorte que la Côte d'Ivoire continue de rester dans une situation de stabilité. Mais quelques mois après ce dialogue politique, Alain, l'ensemble des recommandations de ce dialogue politique, on va dire, sont en train de se mettre en application. Premièrement, M. Laurent Gbagbo est de retour en Côte d'Ivoire. Deuxièmement, M. Laurent Gbagbo a bénéficié d'une grâce présidentielle. Troisièmement... Qui n'a pas demandé, mais bon, passons. Ben, écoutez, troisièmement, vous avez la libération des prisonniers qui a commencé avec Vagba et Abei. Vous avez Blé Goudé qui a eu son passeport et qui est en route pour la Côte d'Ivoire. Vous avez la révision de la liste électorale qui a commencé. Vous avez la poursuite des discussions entre les trois grands. Vous avez le statut d'ancien chef d'État qui a été accordé à feu le général Robert Gueye. Mais ce sont les recommandations du dialogue politique, ça. Il reste quoi à faire? Ceci est une preuve, madame, ceci est une preuve de, j'allais dire, la bonne foi du président de la République. Ceci est une preuve de la bonne foi du gouvernement qui est soucieux de créer une atmosphère apaisée pour que le président de la République continue de travailler sereinement.
Et ce que nous étions en droit d'attendre de l'opposition, c'était qu'elle s'inscrive dans ce cadre-là, qu'elle soutienne cette dynamique pour que la Côte d'Ivoire continue d'être dans la sérénité et non de nous envoyer 3 ans avant dans des débats de candidature à une élection. Alors justement, ne craignez-vous pas que ces avancées soient annihilées par le fait qu'il y ait déjà un débat sur la candidature possible ou pas de l'ancien président Laurent Gbagbo, et puis également sur la composition de la CEI qui semble quand même, au dire de l'opposition, un peu inéquitable? Écoutez, pourquoi est-ce que... Parce que le dialogue politique, excusez-moi, recommandait justement un rééquilibrage de cette CEI. Oui, moi je vous ai cité tout à l'heure quasiment la quasi-totalité de l'ensemble des recommandations qui sont déjà appliquées. Donc tout ça peut être en cours de discussion. Je n'ai pas dit que tous les points étaient épuisés, c'est pas ce que j'ai dit. Mais pourquoi est-ce que la candidature de M. Laurent Gbagbo, ou l'annonce d'une candidature de M. Laurent Gbagbo devrait remettre en cause la stabilité en Côte d'Ivoire? Parce que ses supporters déjà manifestent leur mécontentement. D'abord sur la question, moi je voudrais vous dire que cette candidature, pour nous, c'est un épiphénomène et à la limite, ça ne regarde que le PPACI. Nous n'avons pas le curseur sur l'élection présidentielle de 2020 parce que nous sommes en 2022, seulement 2 ans après la réélection du président Alassane Ouattara. On ne peut pas commencer déjà à parler d'élection en 2025. Il faut bien que les gens sachent que la Côte d'Ivoire a changé et que le président Alassane Ouattara a insufflé, j'allais dire, une nouvelle façon de faire la politique. Ce débat politique se fera dans la parenthèse électorale qui s'ouvrira en 2025. Le moment venu. Mais pour l'instant, franchement, qu'il nous laisse nous concentrer autour du président de la République pour continuer à nous occuper des préoccupations des populations et non à nous distraire avec des débats politiques et stériles. Avant Isabelle et... Moi, je peux même dire, Brice, si vous le permettez, que peut-être que l'opposition a du mal, j'allais dire, à suivre le rythme, la cadence, le niveau auquel le président a mis la barre. Pourquoi vous dites ça? Non, parce qu'on ne sait pas pourquoi c'est de ça qu'il nous parle, alors qu'il devrait être en train de critiquer l'action du gouvernement, de faire des contre-propositions. Mais vous savez, en tant que parti politique, la conquête du pouvoir ou la reconquête du pouvoir pour certains, ça fait partie des objectifs du parti. D'accord, mais c'est ça qu'ils nous chantent depuis. Et on ne les voit pas sur les thématiques de développement. Si Jean-Louis et comme on a se parlé connaît, de la CMU et comme récemment, on vous se pouvez pas connaît dire dans ça. ce pays, et Mais comme on c'est se vrai. connaît dans ce pays, vous devez savoir que, bon, il y a des gens qui ne sont pas très à l'aise sur ces questions-là. Très bien. Donc, ils veulent nous entraîner dans Justement, des débats à propos d'une de politique. question, M. Alphonse Soro, la question de Guillaume Soro, de son retour, on lisait récemment que certains de ses partisans réclameraient ou réclament son retour. Tout à l'heure, quand vous évoquiez tout ce qui passe bien, donc des recommandations de la politique, le tableau était très très beau. Et puis, dans ce tableau-là, j'ai vu quand même un point, Guillaume Soro. Comment vous envisagez ce point-là? Qu'est-ce que vous proposez justement pour que dans l'optique que tous les Ivoiriens, comme on l'a annoncé, qui sont à l'extérieur, rentrent en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous avez une piste de solution pour le point Guillaume Soro, vu que vous connaissez l'ensemble des partis? Vous avez été proche de Guillaume Soro. Brice, moi je voudrais vous dire que je suis rentré d'exil il y a 2 ans. La décision de mettre fin à son exil est une décision personnelle. Donc cette question, j'aimerais bien que vous puissiez la poser à M. Guillaume Soro. Il n'appartient pas à qui que ce soit d'aller faire des démarches pour le retour de Guillaume Soro. Vous avez parlé du retour des autres que j'ai évoqué tantôt. Mais pour que Gbagbo rentre, ils ont fait des démarches pour rentrer. Blé Goudé a fait des démarches pour rentrer. Est-ce que Guillaume Soro vous a dit qu'il est intéressé par un retour en Côte d'Ivoire? Mais vous aviez parlé de relations amicales tout à l'heure, monsieur. Vous, en tant qu'ami, si on considère que vous êtes encore ami, en tant qu'ami, vous, quel conseil donnerez-vous à Guillaume Soro? Surtout que certains pourraient supposer que vous lui avez fait un petit coup de canif quand même, en l'abandonnant dans sa lutte. Parce que pour lui, c'est une lutte. Donc vous, en tant qu'ami, qu'est-ce que vous avez à lui dire ce soir? D'abord, votre question est un peu, j'allais dire... pernicieuse, oui, je sais. Insidieuse. Kevin. Moi, je suis un sonofon. Et chez moi, à Korogo, il y a un proverbe qui dit que quand vous prenez une barre de fer, que vous la faites tomber, le bruit qu'elle fait, c'est le même bruit qu'elle fera si vous la faites tomber 10 000 fois et 1 million de fois. Je suis en face de vous.
je ne suis plus en contact avec Guillaume Soro. Je suis en rupture avec Guillaume Soro. Donc ce n'est pas à moi de décider ou de faire des démarches pour le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Si nous étions, j'allais dire, dans une situation où il y avait des convergences de vues, si nous n'étions pas arrivés au stade de la rupture totale de nos relations, si c'était encore à l'époque, peut-être que vous pourrez me poser cette question. Et Dieu seul sait si, quand j'étais dans la petite parenthèse que j'ai eu à passer avec lui, si je n'ai pas fait des propositions dans ce sens. Si vous voyez qu'à un moment donné, je décide, intitut personnel, de prendre mes responsabilités, d'entreprendre les démarches qui me concernent pour revenir en Côte d'Ivoire, vous devez savoir, et c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, la décision de retour ou de mettre fin à son exil est une décision personnelle. Très bien. Vous êtes député de la Nation, vous représentez donc... D'accord, donc ancien député, je suis d'accord, je vais le garder. On va évoquer avec vous des points qui touchent aux Ivoiriens, la question de la CMU, la question des 49 soldats ivoiriens détenus en ce moment au Mali, c'est une question, et la situation même sécuritaire dans la sous-région. On a vu aujourd'hui ce qui se passe au Burkina Faso, au Mali, en Guinée. Donc il y a un certain nombre de points qu'on va évoquer avec vous pour la dernière partie de cet entretien. Isabelle, sur ce point, vous avez... Oui, alors concernant les 49 soldats ivoiriens qui sont encore, 46 aujourd'hui, qui sont encore maintenus au Mali, quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'il y a des mains noires qui agissent en fait pour maintenir cette détention-là? Je suis un peu peiné de l'attitude des autorités maliennes. Parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Et parfois, on se pose la question de savoir si, j'allais dire, les gens oublient les relations que nous avons en tant que voisins. Et quand vous posez toutes ces questions, vous n'excluez pas des pesanteurs exogènes aux prises de décisions par les autorités maliennes. Vous n'excluez pas du tout. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'exclus absolument rien. De qui ça vient, je ne sais pas. Mais je sais que, bon, certains Ivoiriens sont très contents, alors qu'eux-mêmes ont des ambitions pour diriger la Côte d'Ivoire. Ils se réjouissent de ce qui est fait en ce moment. Vous faites référence à Guillaume Soro? Je fais référence à ce camp qui semble se réjouir de cette situation. Qu'est-ce qui gagnerait à se réjouir, par exemple, que nos compatriotes soient détenus, maintenus dans un pays étranger? Mais c'est à lui que vous devez poser la question, puisque moi-même, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'un Ivoirien devrait se réjouir de cette situation, alors que nous devons faire chorus avec le chef de l'État, avec les autorités de la Côte d'Ivoire, pour arriver à un dénouement heureux de cette situation. Certains Ivoiriens ne peuvent pas se réjouir de cela. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils se réjouiraient de cette situation? Bon, écoutez, quand vous avez une pléthore de partisans qui passent le temps à se répandre sur les réseaux sociaux et à dire des choses, les gens à Bamako même. Et à aller à Bamako, qui se font recevoir par les autorités maliennes, qui sont, j'allais dire, en discussion avec nos autorités pour la libération de nos soldats, vous ne pouvez pas, j'allais dire que vous ne vous reprochez rien dans ce cadre-là. Bon, sur cette question, dans tous les cas de figure, nous avons confiance au chef de l'État. Nous avons confiance en son leadership. Le président Alassane Ouattara a montré qu'il était capable de régler des situations bien plus difficiles que celle-là. Nous lui faisons confiance et nous savons qu'il obtiendra un dénouement heureux. Alors, autre sujet d'intérêt national, la question de la CMU qui agite depuis quelques semaines quand même l'opinion et la classe politique en Côte d'Ivoire. Quel est votre avis sur la méthode du gouvernement? Est-ce que vous estimez qu'il n'y a pas eu suffisamment de pédagogie, pas suffisamment de dialogue avec l'opposition? Parce qu'on a l'impression qu'on a un gouvernement qui est en roue libre et que le Parlement est juste une chambre d'enregistrement. Non, je pense peut-être qu'il y a certains qui dansent plus vite que la musique. En ce qui concerne l'appréciation qu'ils doivent avoir ou le regard qu'ils doivent avoir sur la mise en œuvre de la politique de la couverture maladie universelle.
Il danse plus vite que la musique parce que toutes les politiques publiques, dans leur application, connaissent parfois quelques difficultés au démarrage. Mais ce sont des choses qui se corrigent. Nous avons une gouvernance moderne avec le président Alassane Ouattara. Les politiques publiques sont mises en œuvre et il y a une évaluation de ces politiques qui permet de déceler l'ensemble des failles, de les corriger et d'avancer. Vous savez, les gens ont tendance à faire de ce débat-là un débat politique. Ce n'est pas un débat politique. Et ceux qui veulent faire de ça un débat politique sont les mêmes qui nous faisaient croire qu'Alassane Ouattara ne sait faire que des ponts. Mais ils se rendent compte que celui qui sait faire des ponts, qui sait construire des écoles, des centres de santé, des universités, est en train aujourd'hui de donner un mécanisme de soins à l'ensemble des Ivoiriens. Il ne faut pas que les gens soient pressés. Tout ce que nous devons dire aux Ivoiriens, c'est d'aller se faire enrôler. Très bien. Parce que dans tous les pays du monde entier, Alain, où il y a une politique de cette nature, ça n'a pas commencé et ça a commencé à rouler comme sur des roulettes dès le départ. C'est des choses qui vont se corriger et dans peut-être d'ici un court, un moyen et long terme, peut-être qu'on ne parlera plus. Est-ce que ce n'est pas l'inverse? Parce que finalement, on rend obligatoire un système qui a déjà du mal à décoller et à fonctionner. D'accord. Est-ce qu'il ne faudrait pas régler les failles avant de rendre ça obligatoire? Non, parce que finalement, il y a un manque de cohérence. Ça va être le dernier point. Hein. Non, s'il vous plaît. Vous devez savoir que dans tous les pays où il y a l'application de ce genre de politique, ce sont des mécanismes qui sont obligatoires. Les cotisations sont obligatoires dans tous les pays. Donc, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui invente ça. Donc, c'est comme ça que ça doit se faire. J'allais dire, le fonctionnement même de la couverture maladie universelle requiert qu'elle soit obligatoire. Et ce que je dis, c'est que très vite, les gens veulent jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est ce que je ne souhaite pas. Très bien. Je veux tout simplement que les gens se disent qu'il peut y avoir des erreurs de départ, mais que ces choses se corrigent. Et c'est ce que le ministre, en charge de la question, a expliqué largement à l'ensemble des Ivoiriens. Très bien. Alfonso, malheureusement, nous sommes où je sais, Isabelle, vous pouvez avoir une autre question. Mais bon, pour terminer l'émission, parce qu'il est vraiment, le temps imparti est en train de s'achever. 2023, ambition politique, élection locale. Candidat. Moi, je suis conseiller municipal à la mairie de Korogo. D'ailleurs, nous avons un conseil municipal dans ces 2 jours. Je peux vous assurer que il n'y a pas de débat sur des candidatures. L'atmosphère n'est pas à des ambitions ou à des élections. Non. Nous sommes des bons enfants du président Alassane Ouattara. Quand les élections sont terminées, ce que vous avez à faire, parce que vous avez été élu, c'est de vous occuper des préoccupations de ceux qui vous ont élu. Donc chez nous, nous sommes focus jusqu'à présent et j'allais dire pour longtemps encore sur les préoccupations de nos populations. Donc on n'est pas encore dans ce genre de débat. Dans cette veine, le mouvement de l'APCI continue? Ah non, l'APC c'est fini. Les histoires d'organisation, tout ça c'est fini parce que ce que vous devez savoir c'est que l'APC est un bébé du RDR. La création de l'APC n'est pas une décision personnelle d'Alphonse Soro. C'était une décision de l'époque du parti, parce que ça répondait à la stratégie et à la vision de cette époque-là. Mais aujourd'hui, la stratégie et la vision du chef a changé. Le président de la République veut construire un parti politique avec des individualités et il n'y a plus de place pour des mouvements. Donc tout ça est derrière nous. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Alfonso. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie sur ce plateau. On aura certainement d'autres occasions, vu qu'il y a beaucoup de mouvements donc, au niveau de l'actualité politique, d'autres occasions de vous recevoir selon votre agenda et votre calendrier donc, sur notre plateau. Merci encore une fois d'avoir été en notre compagnie. Merci Isabelle, je suis désolé. Je vais garder votre question pour hors antenne. Je suis sûr que M. Alphonse Soro, c'est ça. On vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau-là pour un autre numéro du Grand Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.